Vous ne le savez peut-être pas, mais ma première passion, avant même la science, avant même le cinéma, c'est la musique. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des artistes musicaux qui m'ont le plus influencé. Et afin que ça ne dure pas 20 plombes, j'ai décidé de limiter ma sélection à 3 artistes musicaux. Petite précision, il s'agit d'artistes musicaux solo. Ils peuvent jouer avec des groupes, c'est pas le sujet, mais voilà, ce sont des artistes solo. Et par exemple, on ne parlera pas des Who. On est OK? Alors bonne chance pour ceux d'entre vous qui cherchent la vidéo cachée. Et nouveau générique. Le premier artiste dont je vais vous parler est le premier artiste qui m'a réellement influencé. C'est lui qui m'a donné envie de faire de la musique. Et cet artiste, c'est Elton John. Elton Hercule John, né Reginald Kenneth Dwight, est un artiste britannique, un chanteur, compositeur de rock, de pop et de ballades principalement. Selon les sources, et alors là, il y a un truc qu'il faut que je précise immédiatement, donc parenthèse. Pour tous les artistes dont je vais parler aujourd'hui, et sachez-le d'une manière générale pour tous les artistes musicaux, avoir des nombres, c'est une tannée. On pourrait croire que c'est facile à trouver, de savoir combien tel artiste a vendu de disques. Il n'en est rien. Et j'ajoute que depuis qu'il existe sur Internet des plateformes de streaming, ça a radicalement changé. La façon de compter a changé. On peut avoir aujourd'hui des chanteurs qui comptabilisent des centaines de millions ou des milliards d'écoutes sans pour autant avoir vendu le moindre disque, voire même sans pour autant avoir produit le moindre disque physique. Donc quand je vais annoncer des chiffres, comprenez bien que c'est les chiffres que je trouve. Alors, quand je trouve plusieurs sources différentes qui annoncent le même chiffre, je vous le balance tel quel, mais quand les chiffres discordent, je vous donnerai à la fois le plus grand, le plus petit, et je vous dirai ça se situe quelque part là. Parce qu'il est vrai que ça a eu peut-être arrivé que certaines maisons de disques gonflent les chiffres des ventes de certains de leurs artistes, avec cette idée derrière la tête que si un artiste vend beaucoup, c'est qu'il marche bien et qu'il faut le mettre en avant. Comme ça, il vendra encore plus. Pour la petite histoire, vous connaissez Tino Rossi ? Petit papa Noël. Tino Rossi, on a essayé de nous faire croire pendant des années qu'il avait vendu des centaines de millions de disques dans le monde, alors que non. Selon les sources, donc, Elton John a vendu entre 300 et 500 millions de disques. Un demi-putain de milliard. Et ce que ça change entre 300 et 500 millions de disques, c'est que si c'est 500 millions de disques, c'est l'artiste solo qui a vendu le plus de disques au monde. Et sinon, c'est le 7e. Voilà. Et je précise solo, mais en vrai, si on compte aussi les groupes, ça fait juste entrer les Beatles dans la liste. Et Elton John, entre 1972 et 1976, représente à lui seul, et j'insiste, à lui seul, 2% de la production mondiale de disques. À lui seul. 2%. Bon, alors là, pareil, ça dépend un peu des sources. Il y a une légère divergence selon les sources. Par exemple, dans le film Rocketman, ils annoncent pour une année donnée 5% de la production mondiale de disques. Ce qui est énorme. Conséquemment, ce que je vais faire, c'est que je vais être un tout petit peu plus prudent. Et je vais simplement dire que sur cette période-là, Elton John représente à lui seul un pourcentage non négligeable de la production mondiale de disques, de l'ordre du %. C'est-à-dire qu'il représente peut-être 1, 2, 3, 4 ou 5% de la production mondiale de disques. C'est-à-dire qu'il y avait 100 disques fabriqués dans le monde, il y en avait 1, 2, 3 ou 4 ou 5, c'était des disques d'Elton John. Elton John, évidemment, c'est également le single Candle in the Wind, mais la version faite en hommage à Lady Di, parce que la version de base, c'était pour Marilyn Monroe, mais cette version-là, en hommage à Lady Di, et dont les bénéfices sont allés aux œuvres de charité de Lady Di. Ce single, qui s'est écoulé en moins de 2 mois à 33 millions d'exemplaires, ce qui en fait le 2e single le plus vendu de tous les temps, encore une fois avant les plateformes streaming, tout ça, sachant qu'à l'époque, le premier, c'était White Christmas de Bing Crosby. Et White Christmas de Bing Crosby, c'était la chanson de Noël, à l'époque où Mariah Carey n'avait pas encore fait sa chanson de Noël. Elton John, c'est également plus de 5000 concerts. Je vous laisse calculer un peu. 5000 concerts, c'est l'équivalent de 13 ans et demi de concerts à raison d'un concert par jour. Moi, perso, c'était le 25 mai 93 à Strasbourg que je l'ai vu. Voilà. Elton John, c'est également 24 ans passé dans le top 40 des charts américains sans jamais le quitter.
J'insiste, c'est-à-dire que pendant 24 ans, vous regardez les charts américains, dans le top 40, il y a quelque part du Elton John. Je ne sais pas si vous... Pour la petite histoire, moi j'ai découvert Elton John par la concordance de deux trucs qui ne sont pas très importants, mais qui ont eu à peu près le même impact pour moi. Et alors c'est une anecdote qui est un peu inutile, mais c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. En 91, à la télé, il y avait une pub qui passait pour Europe 2, une pub d'une rare créativité. C'était un gars qui réglait la radio en tournant son doigt dans son oreille, comme ça. Et voilà comment se terminait la pub. This one's for you. Programme Europe 2. À l'époque, moi j'avais 14 ans et il faut essayer de comprendre que l'impact que ça a eu sur moi, c'est très particulier parce que quand je voyais cette pub, cet extrait-là, je me disais putain mais je connais cette chanson et en même temps je savais que j'avais aucune idée de ce que c'était et ça lui a instantanément donné un caractère un peu culte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était certainement une chanson que j'avais déjà entendue quand j'étais plus jeune, hein, je rappelle j'avais 14 ans, mais là, impossible de mettre le doigt dessus. Titre. Et donc ce morceau avait un côté super familier, mais en même temps je savais qu'on l'avait pas à la maison. Voilà. Donc, il faut imaginer, on est en 91, il n'y a pas Shazam, il n'y a pas Internet, donc démerde-toi. En plus, à chaque fois, je veux dire, 1 heure après le passage de la pub à la télé, j'avais oublié, moi, la chanson. Mais un jour, j'arrive à m'en rappeler suffisamment longtemps pour aller jusqu'à la Fnac, attraper un vendeur et lui dire « Salut, est-ce que tu connais, s'il te plaît, la chanson qu'on voit dans la pub pour Europe 2 où à la fin, ça fait « Sachant par ailleurs que, je ne sais pas si ça a changé depuis ou pas, mais à l'époque, quand vous aviez 14 ans à la Fnac, vous étiez un peu transparent pour les vendeurs. Hein. Bref, donc j'arrive à attraper le vendeur, je lui redonne le truc, et le mec ne connaît pas. Mais le gars est cool, et il me dit qu'il va demander à quelqu'un du Bon-Rayon. Le mec n'était pas du Bon-Rayon. Donc on va vers le mec du Bon-Rayon, j'ai fait comme ça, il fait oui, c'est Your Song d'Elton John. À cette époque, moi, le nom de Elton John, je le connais, mais je sais pas ce qu'il fait. Je me rappelle vaguement d'une chanson qui s'appelait Club at the End of the Street. Je me rappelle vaguement de I'm Still Standing. Mais c'est tout. Or, à ce moment de l'histoire, Elton John vient de sortir un Very Best Of. Le Very Best of Elton John. Et il est sur une borne d'écoute. Vous vous rappelez des bornes d'écoute? Une borne avec genre plusieurs albums, vous appuyez sur l'album que vous vouliez écouter, il y avait un casque, vous écoutiez, vous faisiez... Et donc, moi, je vais à la borne, je mets le casque, je lance l'album, première chanson, c'est Your Song, et j'entends cette intro. Et là, c'est une immense claque, un vrai choc mental. Je suis incapable d'expliquer d'où, mais je connais cet air. Cet air me parle. Je décide vite fait d'aller scanner un peu l'album, pour voir si je connais des trucs. Donc, deuxième chanson, Rocketman. Ça a l'air sympa, mais je connais pas. Troisième, Honky Cat, je connais pas. Quatrième, Crocodile Rock. Ah, l'air, je connais, mais je m'en fous. Bref, j'enchaîne, et j'arrive jusqu'à une chanson qui s'appelle Song for Guy. Et là, reclaque. Je connais cet air. Je sais pas d'où, mais je connais cet air. Et donc là, putain, je me dis go et j'achète l'album. Et en réalité, c'est un des achats de disques qui a fondamentalement le plus changé ma vie. Oui. Parce que la conséquence de ce truc-là, c'est que je rentre chez moi avec le disque et je me mets à l'écouter en boucle. Et je me mets à écouter Song for Guy en boucle. Et je me dis, j'ai envie de jouer du piano. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, qu'est née la légende, pas du tout légendaire. Et par ailleurs, le timing, c'était un timing de ouf, parce qu'à peine quelques mois plus tard, il sort avec George Michael la reprise de Don't Let the Sun Go Down on Me. Puis l'album The One, puis Le Roi Lion, pour lequel il recevra un Oscar. Thank you very much. This is such an exciting night. Et en réalité, force est de reconnaître que j'ai découvert Elton John juste avant son... Il y a débat, est-ce que c'est son deuxième ou son troisième âge d'or? Moi, je dirais que c'est son deuxième âge d'or. Bref, ça, c'était pour mon anecdote perso. Et donc, Elton John, qu'est-ce que c'est? Alors, si vous ne connaissez pas Elton John, en toute logique, pour vous, Elton John, c'est des love songs, des slows, des ballades un peu mielleuses, bref, quasiment de la musique d'ascenseur. Pour vous, Elton John, c'est peut-être pas ouf, en fait. Et c'est pas tout à fait anormal. Notamment parce que vous ne connaissez pas Elton John. Parce que quand vous connaissez Elton John, vous savez que c'est beaucoup plus que ça. C'est tellement plus que ça.
Le côté musique d'ascenseur, en fait, il s'explique assez simplement, c'est-à-dire qu'Elton John a fait des ballades qui ont plu à tellement de monde que ce sont des ballades qu'on se retrouve à écouter dans plein d'endroits où il y a beaucoup de monde. Dans les centres commerciaux, dans les ascenseurs, dans les parkings, etc. C'est hyper classique d'entendre du Elton John parce que justement, les ballades d'Elton John, c'est ultra consensuel. Bon, Elton John, je vais passer rapidement sur son enfance. De toute façon, si vous avez envie de savoir à quoi ça ressemblait, je vous invite à aller voir le film Rocketman, qui raconte plutôt bien son enfance. D'ailleurs, d'une manière générale, je vous invite à aller voir le film Rocketman. Il est absolument impossible de parler d'Elton John sans parler de son acolyte de toujours, de son parolier Bernie Taupin, qui, à part une courte période de quelques années sur la carrière d'Elton John, a toujours bossé avec lui. Elton John, depuis 1969, ce sont 32 albums, 5 albums live, 9 bandes originales de films et 21 compilations. Elton John, c'est 32 albums et 21 best-of. Et alors, même si on compte pas les compiles, et je vois pas bien pourquoi on les compterait pas, mais même si on compte pas les compiles, ça nous fait quand même 46 albums en 55 ans. Déjà, c'est une longue carrière, et ça fait beaucoup d'albums. Et alors ça, c'est un truc que vous allez voir quand je vais parler des autres artistes par la suite, vous allez voir que j'aime bien les artistes qui sortent plein de disques. J'aime bien. Le côté très Michael Jackson qui consistait à attendre 5 ans avant de sortir un disque, moi, c'était pas naturel pour moi du tout, j'aimais pas ça. Alors qu'en réalité, c'était la norme à l'époque. C'était la norme. Il y avait tout un process. D'abord, communiquer, teaser, un single, puis un deuxième single, puis l'album, puis la tournée, puis c'était long, c'était long. Et sortir des albums aussi régulièrement, c'est d'autant plus étonnant que Elton John travaillait énormément ses productions. Notamment, pendant une longue période, avec l'aide d'un compositeur dont vous connaissez peut-être le nom, mais sinon vous connaissez son œuvre, qui l'aidait dans ses arrangements. Un gars qui s'appelle James Newton Howard. Vite fait, James Newton Howard, c'est le compositeur des BO, entre autres, de Pretty Woman, My Girl, Alert, Waterworld, Le Sixième Sens, Incassable, enfin bref, bon, des films de Shyamalan, Collateral et évidemment, Batman Begins et Dark Knight, en collaboration avec Hans, j'en ai déjà parlé, Zimmer. Du coup, les albums d'Elton John se retrouvent régulièrement avec des orchestres symphoniques complets, ou alors avec James Newton Howard qui joue d'un clavier bien vintage, genre Wurlitzer, vous voyez, comme ça, mais ça sonne tellement putain de bien. Par ailleurs, un truc à savoir, c'est qu'Elton John a très longtemps travaillé avec les mêmes musiciens. Voilà. Par exemple, pour ceux qui sont fans, un peu, qui reconnaîtront, le guitariste David Johnston, mais également avec un percussionniste complètement jeté que j'adore. J'adore. Faut imaginer un percussionniste qui était capable de balancer le maillet du gong dans le public. En fait. Le mec était encore plus théâtral que Keith Moon, mais il jouait du triangle et du tambourin, quoi. Je veux dire. Et je veux évidemment parler du sol, de l'unique Ray Cooper. Et donc, parmi la longue liste d'albums d'Elton John, hormis les compilations, je ne saurais que trop vous conseiller de vous attarder sur les albums suivants, qui sont parmi mes préférés, qui sont vraiment incroyables de bout en bout. Vous avez l'album Elton John, qui est sorti en 70, qui est son deuxième album. C'est celui-là sur lequel on retrouve Your Song, mais on trouve également 60 Years On, qui est une chanson incroyable. Ainsi que The Cage, qui vous permet de rappeler qu'Elton John ne faisait pas que des ballades. Écoutez également l'album Madman Across the Water, sorti en 1971, qui pourtant est son 4e album, parce que oui, il en a sorti 2 en 1970, parce que pourquoi pas. Madman Across the Water, tout l'album est insensé. Vous trouverez évidemment la chanson très célèbre Tiny Dancer, mais également la chanson Madman Across the Water. À savoir, sur cet album, il y a 2 chansons, Razorface et Rotten Peaches, sur lesquelles on retrouve Rick Wakeman à l'orgue Hammond, en fait. Rick Wakeman, c'était le clavier du groupe Yes, on en a déjà parlé. Parce que le monde est putain de petit. Allez, je vais vous mettre quelques secondes de Madman Across the Water pour que vous compreniez à quel point c'est pas de la musique d'ascenseur. En 1975 sort son 9e album, le 9e en 6 ans, qui s'appelle Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Et chaque chanson est folle. Pour les gens qui regardent et qui sont musiciens, la chanson Tower of Babel, la grille harmonique est folle, ça part dans tous les sens.
Ce qui est exceptionnel pour l'époque, pour une chanson pop. 1976, 11e album, parce que oui, il y en a eu 2 en 1975, l'album Blue Moves. Avec des morceaux de dingue, hein, bien sûr, mais avec notamment le phénoménal Tonight. Un morceau complètement dingue de 7 minutes 52, avec une orchestration symphonique qui vous fera pleurer. Également sur cet album, Crazy Water, One Horse Town, ainsi que, et ça il faut que je vous en parle, sur cet album, il y a un petit morceau instrumental, un truc modeste, sympathique, voilà, dont le titre, si je vous le traduis en français, c'est « Générique d'une série télé qui n'existe pas ». Et ça ressemble à ça. Et en 1980 sort une série qui va durer jusqu'en 1996, même s'il n'y aura que 7 saisons, une série allemande qui s'appelle Auf Achse, littéralement sur l'axe. Voilà. En France, ça s'appelle Les Routiers. Les Routiers. Putain. C'est une bonne grosse série de merde qui parle de camionneurs, voilà. Mais le générique de cette série est intégralement pompé sur ce morceau d'Elton John, donc générique d'une série télé qui n'existe pas. Franz Meerstorm. Alors au début, ils se faisaient pas chier, ils utilisaient carrément la chanson d'Elton John. Puis bon, il y a le maison de disques d'Elton John qui a gueulé en disant « bon ça va, on vous dérange pas trop ». Et donc ils ont fait appel à un compositeur, Paul-Vincent Gugna, pour composer un autre générique. Et je mets des grosses guillemets parce que cet autre générique, c'est rigoureusement la même chose. Ce qui fait qu'Elton John se retrouve crédité au générique de cette série de merde, et ça me fait délirer. Bref, Elton John, j'ai tous ses albums, j'ai un rapport très particulier à sa musique, je suis vraiment fan de cette musique. Raison pour laquelle je m'attarde pas sur des trucs genre Le Roi Lion, même si je sais que ça plaît aux gens, mais moi je m'en fous un peu en vrai. J'ai passé des heures à m'entraîner pour pouvoir jouer des morceaux comme Funeral for a Friend. Ou Madness. Ou encore, et là je reboucle sur une autre vidéo, Pinball Wizard. Après, on va être clair, hein, pour avoir autant de succès, vous imaginez bien que je ne suis pas le seul fan d'Elton John. Et donc, par souci d'objectivité, par souci de pluralisme, j'ai décidé de donner la parole à quelques fans random d'Elton John, trouvés dans la rue comme ça, histoire vraiment d'entendre un peu la voix du bas peuple. Monsieur Solo, bonjour. Hey, what's up? Bonjour, alors pour les gens qui te connaîtraient pas, tu t'appelles Yann Solo, c'est absolument pas ton vrai nom, mais c'est ton nom, c'est ton blaze en live. Hein, c'est mon nom de scène, hein, comme Elton John en a pris un d'ailleurs. Alors c'est son nom légal, Elton John, attention, Oui, il a changé de nom. En 77, il a changé de nom, c'est vrai. Ouais. Et donc, chaîne 12 par sec, tout ça, lien dans la description évidemment. Voilà. Et donc moi j'ai découvert, pendant que je préparais cette vidéo, parce que je cherchais autour de moi des gens qui étaient fans d'Elton John, et j'ai découvert, et ce n'est pas une blague, que tu es fan d'Elton John. Je suis un grand fan d'Elton John. Monsieur PH de la chaîne Le Point Génius, qu'on peut retrouver évidemment sur YouTube. Bonjour. Bonjour à toi, monsieur Bruce, également connu sous le nom de Y Penser. Tout à fait. Alors, tu sais que maintenant, il y a des mecs qui m'appellent Y Penser 2.0. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu passer ça dans certaines interviews. Bon, écoute, ouais. Écoute, très bien, voilà. Ça, ils disent pas les underscores encore, ça va, on est pas mal. Y penser -du 8. Tiré du 8, putain, c'est beau. Les gens vont, quand ils vont te voir toi et voir PH, ils vont instantanément penser que c'est une blague. Pourquoi? Mais parce que les gens vont pas pouvoir imaginer que comme par hasard, vous deux, vous êtes vraiment fans d'Elton John. Bah, sauf que lui c'est faux, puisque dès lors que je suis fan de quelque chose, il arrive derrière pour dire mais moi aussi. Ouais. Mais bon, voilà. Et il se trouve qu'effectivement, j'ai beaucoup écouté Elton John, tout à fait. Dans quelles circonstances tu as découvert Elton John? Alors je peux même te dire très précisément, c'était en 93. J'avais une grosse période Michael Jackson, Queen, et un copain est arrivé avec le best-of, le very best-of. Very best-of d'Elton John, que je connaissais comme ça
Je connaissais, alors attends que je te dise pas, Cold Heart. Oui, Sacrifice. Voilà, Sacrifice qui était sur un Sacrifice qui était sur une cassette best-of qu'on écoutait en route quand on allait en vacances. Donc ça tournait en boucle. Celle-là, je la connaissais beaucoup. Et après, vraiment, j'ai découvert le Very best-of. Et après est arrivé Le Roi Lion. Il a fait 3 chansons seulement sur l'album du Roi Lion, je crois. Mais il a quand même eu un Oscar. Hein. Ah, il a quand même eu un Oscar. D'ailleurs, le savais-tu? Elton John a été le 19e être humain à rentrer dans une caste très particulière qu'on appelle les EGOT. Est-ce que tu sais ce qu'est un EGOT? Je crois que je sais. Vas-y. C'est les personnes qui ont à la fois Ouais. un Oscar, un Emmy, un Tony Award de je sais plus où. Il y en a 5 ou 6, Il y en a je 4. connais pas tous. Il y en En a fait, 4. le I c'est pour Emmy, le G c'est pour Grammy, le O pour Oscar et le T pour Tony. Et alors Grammy c'est la musique, Oscar bon c'est les Oscars, Tony c'est les comédies musicales et Emmy. Emmy Awards, bah attends. Emmy Awards, voilà, télévision. Ouais, c'est ça. C'est télévision. Télévision américaine. Sur le Very Best Of, c'est quoi la chanson que tu as le plus poncé? Je crois que Crocodile Rock, elle est vraiment. Je trouve qu'en termes de rythme, en termes de puissance, de festivité, tout ce que je trouve, ça fait l'essence d'Elton John. C'est vraiment ce côté à la fois chaleureux, à la fois virevoltant. Il y a vraiment ce truc-là que je trouve absolument dingue sur ce morceau-là. Et après, en vrai, chaque morceau en fait a un truc. En plus, un peu comme Queen, c'est-à-dire on va pas retrouver, ça va être des chansons qui vont être très différentes en fait d'une fois à l'autre. Est-ce que tu saurais dire comment tu as découvert Elton John? Ou à quel âge? Ouais, je pense. Je me suis posé cette question. J'ai la sensation, alors c'est assez, ça va être assez tard, mais vraiment, je dirais mon premier souvenir dont je me souviens très bien, c'est lorsque Lady Di est morte et qu'il a fait son concert avec la chanson. Donc Goodbye, non c'est pas Goodbye, c'est Candle in the Wind. Candle in the Wind, bien sûr, qu'il a avec Goodbye English Rose. Et voilà, England Rose, et donc il a refait, il avait pas eu le temps de refaire de recréer une nouvelle chanson quand tu lui avais demandé de chanter pour l'enterrement, donc avec son parolier de toujours, Bernie Taupin. Ils ont juste changé quelques paroles pour ça. Alors, j'avais évidemment déjà entendu plein de chansons de lui avant, j'avais entendu je sais pas combien de chansons, mais la première fois, je me suis dit, merde, putain, c'est Elton John, c'est un ouf, j'aime énormément ce qu'il fait. Vous l'aurez compris, je pense, Elton John, c'est toute mon adolescence, ce sont mes premières années de piano, et ça, c'est pratique parce que c'est quelque chose qu'on peut jouer seul. Mais en 1989, j'avais découvert autre chose. Un truc qui allait rester dans un coin de ma tête. Vraiment, qui allait faire mon année 1989, ça allait être ce morceau et rien d'autre. Et fait par un artiste que j'allais découvrir bien plus tard. Mais ce morceau est vraiment resté longtemps au fond de mon crâne. Et ce morceau, c'est celui-là. Et l'artiste en question, évidemment, vous l'aurez compris, c'est Prince. Comment vous dire que Prince, je ne vais pas faire le tour de sa carrière dans cette vidéo. Vous trouviez qu'Elton John avait beaucoup bossé? Prince, c'est 44 albums en 37 ans de carrière, plus 3 albums live, plus 16 albums écrits pour d'autres artistes. Et là, attention, je ne parle que des albums officiels. Et quand je dis que je parle que des albums officiels, vous avez compris, c'est parce qu'il y a des albums pas officiels, je ne parle pas d'albums pirates. Je parle de vrais albums faits par Prince, mais qui sont sortis en scred à l'insu de la Warner. Au sujet du... vous savez quoi, on en parle plus tard de ça. Bon, et alors pour les dos du fond qui ne connaîtraient pas du tout Prince ou qui croiraient que Prince c'est juste Kiss et Purple Rain, Prince Roger Nelson, oui, parce que Prince c'est son vrai prénom, parce que pourquoi pas, pourquoi se faire chier après tout, hein, voilà. Donc Prince c'est un gars qui joue de... Personne ne sait combien d'instruments précisément, mais il joue de plein d'instruments. Et il en joue bien, putain. Je veux dire, c'est pas comme... par exemple, un mec comme moi, si vous voulez, je peux prendre une guitare et je peux gratter 2 accords, là, je peux faire... Voilà, mais en gros, c'est tout. C'est pas de ça dont il s'agit. Non, lui, il joue comme un virtuose de la guitare, de la basse, du piano, de la batterie, et puis il y a sa voix aussi, voilà, donc sa voix, bon... Si vous connaissez sa voix, vous savez qu'il est capable de monter très haut dans les aigus. Hein.
une tessiture de 6 octaves. C'est beaucoup, 6 octaves. Hein. Et puis il y a aussi, vous savez quoi? Petite anecdote ultra random, mais qui va vous permettre de mieux saisir un peu le... Voilà. Prince, on va pas se mentir, il était petit. Voilà. Selon les sources, il mesurait entre 1m54 et 1m57. Donc oui, il n'était pas grand. Voilà. Sachez que c'est l'unique raison, j'insiste, l'unique raison pour laquelle il n'a pas été drafté à la NBA. Je répète, Prince était pressenti pour devenir basketteur professionnel, et c'est uniquement à cause de sa taille qu'il n'a pas été sélectionné. Si vous creusez sur le net, vous tomberez sur des anecdotes, notamment avec le frère d'Eddie Murphy, enfin, vous tomberez sur des anecdotes où vous entendrez comment il était capable de jouer au basket, y compris avec des talons de 15 cm au pied. Prince donc, multi-instrumentiste, chanteur, danseur, compositeur, auteur, producteur, acteur, et là je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites que je suis un gros fan, que je parle comme un gros fan, et que c'est même surprenant que je fasse pas la vidéo cosplayer en Prince. Il n'empêche que je peux tenter d'être objectif à son sujet. Si, voilà, pendant un temps, je peux me contenter d'être factuel, par exemple. Si, voilà, factuel. Prince grandit à Minneapolis, dans le Minnesota, et en 1979, il appelle quasi quotidiennement une journaliste du magazine Ride On, qui s'appelle Cynthia Horner, pour lui dire « Il faut absolument que tu fasses une interview de moi ». À ce moment de l'histoire, il a déjà sorti son premier album For You, il est sur le point de sortir son deuxième album, sobrement intitulé Prince. Et pour la petite histoire, Ride On, c'est un magazine qui est apparu en 1971, qui a duré jusqu'en 2014, et qui se concentrait sur la culture afro-américaine aux États-Unis. Voilà. Qu'il s'agisse de musique, de cinéma, de sculpture, de peinture, de quoi ou qu'est-ce, c'était vraiment la culture afro-américaine. Magazine dont, à ce moment-là de l'histoire, Michael Jackson a déjà fait plusieurs fois la couverture avec ses frères, donc les Jackson 5. Et on va en parler après de Michael Jackson. Bref, en 1979, Cynthia Horner, elle commence à en avoir gentiment ras le cul de ce gamin qui l'appelle tous les jours pour lui dire « Écoute, s'il te plaît, viens écouter ce que je fais. Qu'est-ce que ça te coûte? Fais-moi plaisir, viens dans le Minnesota, tu vas voir, c'est sympa, il fait froid. Viens !» Et alors, j'insiste vraiment sur cette anecdote, simplement parce qu'à partir de après, ce sera plus jamais la même histoire. Les journalistes, Prince, il parlait à qui il voulait, quand il voulait, s'il voulait, pouvait commencer une phrase, s'arrêter et se barrer. Il s'en battait les couilles. Et au bout d'un moment, Prince, il va tenter un truc, il va lui dire, écoute, il va l'appeler, donc Cynthia, il va dire Cynthia, on peut se tutoyer, Cynthia, s'il te plaît. Je te propose la chose suivante. Tu viens dans mon studio écouter ce que je fais. Voilà. Ensuite, ça te plaît pas, tu veux en parler, tu veux pas en parler, tu fais ce que tu veux, mais quoi qu'il arrive, je ne t'appellerai plus, jamais. Je ne te harcèlerai plus. Je veux juste que tu viennes une fois écouter ce que je fais. Et donc, pour avoir la paix, parce que c'est clairement pour avoir la paix, Cynthia Horner, elle va aller jusque dans le Minnesota, elle va aller dans le studio, sauf qu'une fois qu'elle sera dans le studio, face à ce gamin un peu chelou, parce qu'on ne va pas se mentir, à l'époque, il était un peu chelou. Tiens d'ailleurs, petite anecdote. À cette période de la carrière de Prince, Prince aime l'idée d'être à l'aise sur scène. Il veut pouvoir jouer de façon à l'aise. Et à l'aise, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, torse nu, mais avec un manteau, un bandana, des bas et un string. C'était son truc. Voilà. J'ai des images. Hein. Voilà, parce qu'à l'époque, Prince, il est aussi pas mal dans la controverse. Hein. C'est pas tout à fait un hasard si ces deux albums suivants s'appelleront Dirty Mind et Controversy. Donc, vous avez Cynthia Horner, rédactrice dans le magazine Brighton, qui va jusque dans le Minnesota, qui va dans le studio, qui écoute ce qu'il fait, et quand elle sort de là, elle décide de le mettre en couverture du magazine. Voilà. Elle se dit, mais putain, mais what? Elle le met en une, elle fait un grand et bel article à son sujet, et à partir de là, tout sera différent. Mais renseignez-vous un petit peu sur sa vie, parce que je vais vraiment pas tout raconter, c'est complètement fou. Il a également sorti en 2019, donc après sa mort, une autobiographie qui s'appelle Beautiful Ones, mémoire inachevée. Lisez-le et soyez juge. Ensuite, Prince, c'est aussi un label qu'on retrouvera sur tous ses albums sous une forme ou une autre, mais globalement, ça dit la chose suivante. Écrit, composé, arrangé, produit et publié par Prince. Durant les années 80, évidemment, entre Prince et Michael Jackson, il y a une espèce de rivalité qui s'installe. Et c'est vrai qu'à plusieurs occasions, il y a Prince qui posera la question, qui dira « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse
pour pouvoir me retrouver devant Michael Jackson, qui à ce moment-là, Michael Jackson, il cartonne avec l'album Thriller. Pour la petite histoire, Prince et Michael Jackson, ils se connaissaient déjà un peu parce que Prince était sorti quelques mois avec Janet Jackson, voilà, donc ils faisaient du roller ensemble, enfin, on s'en fout. Et donc, pour ce qui est de passer devant Michael Jackson, on lui donne la réponse suivante, on lui dit, déjà, tu vas commencer, mon con, par sortir un album tous les 5 ans, au lieu de sortir un album tous les 4 mois. Espèce de débile. Il faut 5 ans, comme ça il y a le temps de préparer, de sortir les singles, de faire la tournée, toutes ces choses. Et Prince, il dit, non. Il y a même une anecdote qui raconte qu'il y a quelqu'un qui a dit à Prince, qui dit, si tu veux, t'as qu'à te faire produire ton prochain album par Quincy Jones. Ça a tellement vexé Prince qu'il a quitté la pièce. Je vous mets dans la description un lien vers une vidéo qui détaille un petit peu cette rivalité avec Michael Jackson, parce qu'il y a quelques anecdotes intéressantes. Voilà. Je vais pas moi faire le tour, mais si ça vous intéresse, lien dans la description. Bon, sinon, donc, je l'ai dit, Prince, il joue de tous les instruments, il fait les voix, il produit, il arrange, etc. Mais en réalité, c'est pire que ça. Peggy McCreary, je sais pas comment ça se prononce, donc, Peggy McCreary, voilà, qui était ingénieur du son pendant beaucoup d'années pour Prince. Voilà. Elle a dit une fois la chose suivante. Elle a dit, quand Prince est réveillé, il fait de la musique. Par exemple, Prince n'a jamais adhéré au concept selon lequel il fallait s'enfermer pendant 6 mois dans un studio pour produire un album. Voilà, et commencer à écrire dans le studio, et bosser, et faire 500 prises de chaque instrument, et refaire, jusqu'à ce que ce soit parfait. C'était pas du tout sa façon de bosser. La chanson When Doves Cry a été enregistrée et mixée en 2 jours. Ceux qui n'arrivaient pas à suivre ne travaillait pas avec lui longtemps. Et il y a clairement plusieurs époques dans la carrière de Prince. La première période concerne 5 albums. For You, Prince, Dirty Mind, Controversy et 1999, qui sont 5 albums de Prince. 1999 qui a tout simplement défoncé la porte des années 80. Les 6 albums suivants, alors en fait c'est 9, j'ai besoin de mon papier pour ça, c'est très vite compliqué, vous allez voir. En fait c'est 9, mais je mets de côté les albums 8 et 16, enfin 8 et 16, qui sont crédités à Madhouse, même si c'est Prince, hein, voilà. Et je mets également de côté l'album Batman de 89, parce que la musique du film Batman, c'est un cas un peu à part. Les 6 albums suivants, donc, Purple Rain, Around the World in a Day, Parade, Sign of the Time, Love Sexy, Graffiti Bridge, c'est compliqué, sont 6 albums crédités Prince and the Revolution. Et Revolution, c'est le groupe avec lequel il joue sur cette période-là. Et là, il y a tout de suite plusieurs choses à noter. Déjà, Purple Rain, Parade et Graffiti Bridge, il y a 3 films qui coexistent avec les albums en question. Et on va parler un petit peu évidemment de Purple Rain, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Michael Jackson, quand il sort Thriller, il fait un clip vidéo réalisé par John Landis. Vous voyez, en loup-garou et en zombie et en machin, voilà. Et Prince, il voit ça et il se dit, ok, moi je vais faire un film, ok, un film. Et donc en 1984 sort le film Purple Rain, réalisé par Albert Magnoli, mais produit par Prince. Et on va parler un petit peu de ce film, parce qu'à l'époque, en France, on est complètement passé à côté. Notamment un truc que certainement personne parmi vous ne sait, c'est que ce film a été un carton phénoménal aux États-Unis. Il est rentré dans ses frais en 5 jours d'exploitation. Vous savez devant qui il est passé à ce moment-là? Il est arrivé numéro 1 du box-office quand il est sorti. Donc, mais vous savez devant qui il est passé? SOS Fantôme, vous connaissez? SOS Fantôme, Purple Rain, 5 jours. Il a coûté 7 millions de dollars et en a rapporté 71 au cinéma. En France, il sortira 6 mois plus tard, sans pub particulière, il fera 180 000 entrées, tout le monde s'en battra les couilles en fait, voilà. Et il faudra attendre l'album Parade et la chanson Kiss pour que vraiment il explose dans nos frontières. Ce qui est con, parce que le film Under the Cherry Moon, qui est donc le film qui va avec l'album Parade, a été tourné intégralement en France. Mais on en parle après. Bref, pour Purple Rain, Prince aura l'Oscar de la meilleure chanson originale. C'est Purple Rain, c'est normal, quoi. Thank you very much. L'album Parade sera accompagné du film Under the Cherry Moon, cette fois-ci réalisé par Prince, intégralement tourné donc entre Nice et Cannes, dans cette région-là. Voilà. Tourné en couleur, mais qui sortira en noir et blanc pour lui donner un côté années 20, ce qui est conforme par rapport au costume, etc. Enfin, le film est un peu kitsch, mais je l'aime beaucoup.
Et c'est dans ce film qu'on va découvrir pour la première fois l'actrice Kristen Scott Thomas, une actrice que j'aime beaucoup. Une actrice britannique, mais franco-britannique du coup, j'imagine, que vous avez peut-être également vue dans 4 mariages et un enterrement. Et dans le premier Mission Impossible. Oui, dans tout un tas de films en fait. Et on trouve également à l'affiche de ce film l'acteur français Sam Carman. Vous savez, Prends un chewing-gum, Émile. Oui, Prends un chewing-gum, Émile a joué dans un film avec Prince. Qu'est-ce qu'il y a? Well, how the hell did you let this happen? Your daughter willingly agreed to go with the guys. Pendant le tournage, Prince a invité Michael Jackson sur le lieu de tournage, sur la Côte d'Azur, donc comme je le dis, voilà, entre Cannes et Nice. Et Prince a mis une tôle à Michael Jackson au ping-pong. Voilà. Parce que Prince jouait très bien au ping-pong. Il y a Jimmy Fallon a une super anecdote à ce sujet. Vous cherchez Jimmy Fallon, Prince, ping-pong, vous verrez. Voilà, et donc ça, c'est la période Prince and the Revolution. Et il y a vraiment tout un tas de tubes essentiels sur cette période. Je vous mets une liste comme ça, voilà. Je ne vais pas tous les faire parce que vraiment, sinon ça va durer des plombes. Je vous mets une petite étoile à côté de ceux que je vous recommande vraiment, y compris certains qui sont pas si connus que ça, en vrai. Et la période suivante, qui commence en 1991 et qui va durer à peu près 10 ans, c'est la période NPG, pour New Power Generation, qui est le groupe avec lequel il va jouer pendant cette décennie-là, en commençant avec l'album Diamonds and Pearls. Et c'est un groupe, putain, qui déchire sa mère par grappe de 5. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris l'intention, je pense. Vous avez Sonny T à la basse, Levi Soster Jr. à la guitare, Tommy Barbarella au clavier, Maurice Hayes, le fils de Isaac Hayes, à l'orgue Hammond, et Michael B. à la batterie. Ce groupe, c'est la folie furieuse. Oui, alors juste petite parenthèse, parce que voilà, j'ai dit que Maurice Hayes, c'était le fils de Isaac Hayes, et je me rends bien compte que pour certains d'entre vous, Isaac Hayes, c'est uniquement le chef dans South Park. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer qui est Isaac Hayes. Vous cherchez par vous-même, vous trouverez. Shaft, putain! Et là, ça va être le moment d'expliquer un truc. Ce que c'est que ce machin-là. Si vous vous rappelez un petit peu de cette période, vous vous rappelez que Prince, à l'époque, on n'avait plus le droit de l'appeler Prince, il fallait qu'on l'appelle The Artist Formerly Known as Prince, ou simplement The Artist, ce qui faisait très pompeux comme ça. En France, en plus, on l'appelait Love Symbol, avec un accent nul, en plus, ça me saoulait d'une force. Love Symbol, ah, j'ai entendu le dernier album de Love Symbol. Oh putain. Ce symbole, donc, qui, on le voit bien, combine à la fois le symbole du gamète mâle et du gamète femelle, entre autres choses, bah, ce symbole, pour Prince, ça représente l'amour. L'amour d'un couple, l'amour pour son prochain, l'amour sous toutes ses formes. Hein. L'amour, avec un grand A. D'où ce nom de Love Symbol. Même si en réalité, le terme Love Sign irait mieux, ne serait-ce que parce que Prince a chanté une chanson qui s'appelle Love Sign avec Nona Gay, la fille de Marvin Gaye. Nona Gay qui a joué dans la trilogie Matrix. Parce que le monde est petit, putain. Mais bon, Love Symbol, Love Sign, tout ça, là on rentre dans un débat d'experts, c'est vraiment pas le propos. Et donc, quelle histoire derrière ce changement de nom, où d'un coup on n'a plus le droit d'appeler Prince, qui je rappelle est son prénom, son vrai prénom. Au début des années 90, Prince est un des nombreux vice-présidents de la Warner. Bon, là pareil, j'ai des infos contradictoires à ce sujet, donc je vais employer le conditionnel. Voilà. Au début des années 90, Prince aurait été un des nombreux vice-présidents de la Warner. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Prince était lié à la Warner par un contrat qui, à l'époque où il avait été signé, était un contrat absolument record, et que la Warner, c'était le seul engrenage un petit peu contraignant dans la folie créatrice de Prince. En effet, la Warner refusait à Prince de sortir, par exemple, 5 albums par an, parce que commercialement, c'est complètement con. Sauf que Prince, vous l'aurez compris, j'espère à ce stade, c'est d'abord un control freak, un gars qui veut tout contrôler, et par ailleurs, c'est un gars qui est prolifique, hein, qui produit l'équivalent d'un album par mois. On va en parler par la suite de ça. Toujours est-il que ça le saoule de devoir limiter ses productions. Et notamment en 93, il a un projet, il veut sortir un album qui s'appellera The Beautiful Experience, dans lequel on trouvera plusieurs versions différentes de sa chanson The Most Beautiful Girl in the World. Et alors, vous avez peut-être oublié cette chanson, hein, ou alors vous la connaissez pas si vous êtes trop jeune, mais putain, cette chanson. Could you be the most beautiful girl in the world? En mieux, hein. Fait étonnant, parce que les choses random, ça existe.
Prince sera condamné en Italie à propos de cette chanson pour plagiat d'une autre chanson qui s'appelle Taking Me to Paradise, où, allez, il y a quelques secondes, on se dit « Ah ouais, tiens, ça ressemble un peu vite fait, quoi. » Mais voilà. Et donc, ce qui fait que cette chanson-là, bah, il y a des mecs random en Italie qui ont touché des droits chaque fois qu'elle passait quelque part dans le monde. Voilà. Mais donc, Prince, au moment où il veut sortir cet album, la Warner, ils disent non. Et Prince, il dit si, je vais le faire. Je vous emmerde. Et même que je vais moi-même produire physiquement les disques et les faire distribuer moi-même. Et là, la Warner ressort son contrat. Et ils disent écoute, Prince, le nom Prince ainsi que ton image sont liés contractuellement à la Warner. Et donc, tu peux pas faire les choses tout à fait comme tu veux. Ok ? Et donc, Prince sort l'album, sauf que il met pas sa gueule dessus, et puis il met pas son nom non plus dessus. Il met juste le symbole. Et quand il se produira sur scène, alors déjà, il va faire très peu d'interviews de ça, mais quand il a des interviews, il les fait avec une casquette avec un voile pour qu'on voit pas son visage. Voilà. Et quand il se produit sur scène, il aura écrit au crayon « Slave » sur la joue, pour montrer qu'il est l'esclave de ce business, en fait. Alors, c'est un poil dramatique comme mise en scène, mais ça aura son petit effet. Et le litige entre Prince et la Warner, il va se régler à la Prince. Pour pouvoir finir son contrat, il doit encore 3 albums à la Warner. Donc, il va se pointer un jour dans les locaux de la Warner avec 2 gars qui portent une grosse malle. Il va poser la malle, ils vont ouvrir la malle, et dedans, il y a plein de masters. Et il dit au gars de la Warner en face, prends-en 3 et lâche-moi. Et les mecs vont en prendre 3, qui sortiront ensuite à des dates régulières, sous le nom de Prince, etc. Correct, voilà. Et s'en sera terminé de son contrat avec la Warner. Et c'est ainsi que Prince retrouvera l'usage de son image et de son nom. Enfin, il retrouvera l'usage commercial, hein, il n'avait pas perdu l'usage de son visage. Voilà. Il retrouvera l'usage commercial de son nom et de son image. Voilà. Mais sur la période encore litigieuse, il y a tout de même 2 albums qui sortiront, qui seront simplement crédités NPG, pour New Power Generation, comme si Prince n'en faisait pas partie, alors que c'est lui, hein, c'est clairement lui, mais il sera crédité sur l'album comme Tora Tora, qui était le code secret envoyé par le capitaine Fushida lors de l'attaque de Pearl Harbor. On n'est plus à ça près, franchement. Un de ces 2 albums s'appelle Gold Nigga, qui est très orienté hip-hop. C'est pas mon préféré des 2. Il est bien, mais c'est pas mon préféré des 2. Mais le deuxième, putain. Le deuxième est un album qui s'appelle Exodus, avec dedans des morceaux complètement dingues. Get Wild, Return of the Bomb Squad, Big Fun, mais surtout le morceau Exodus Has Begun qui dure 12 minutes et qui casse absolument tout. Bon, très clairement, je sais pas comment faire pour structurer tout ce truc-là. Ça part dans tous les sens. Je me rends compte que ça fait 10 minutes que je parle de Prince, j'ai pas encore prononcé le mot Paisley Park. Enfin, les 2 mots, Paisley Park. C'est le nom de son studio dans le Minnesota. Son studio d'enregistrement, dans lequel il a une salle de concert. Pareil, j'ai pas encore évoqué le fait que Prince a un lore. Oui, vous avez bien entendu. Prince a un lore. Si vous connaissez un fan de Prince, demandez-lui de vous parler du Dawn. Welcome to the dawn. Et en plus, avec l'arrivée d'Internet, il va se passer des trucs fous. Parce que Prince aime beaucoup l'informatique, il adore bidouiller des trucs. Voilà. Et notamment à la grande époque des synthés, où il fallait programmer les synthés, il adorait programmer ses propres synthés. D'ailleurs, au début des années 80, Prince fait une tournée avec Rick James, celui qui a fait Super Freak. Et les 2 se détestent. Prince et Rick James se détestent. Alors, c'est peut-être parce qu'au début de la tournée, Prince faisait la première partie de Rick James et qu'à la fin, c'était Rick James qui faisait la première partie de Prince. C'est peut-être parce qu'au début de la tournée, Rick James avait une petite amie qui est devenue la petite amie de Prince à la fin de la tournée. Toujours est-il que quand la tournée s'est terminée, les synthés de Prince avaient disparu. Ils ont disparu. Voilà. Et d'après les proches de Prince, les synthés qu'on entend sur la chanson Super Freak, ils sonnent étrangement comme les synthés de Prince qui avaient disparu. Bref, avec l'arrivée du CD-ROM et d'Internet, etc., Prince se lance dans un projet qui s'appelle Interactive, qui donnera bien sûr lieu à un album, voilà, qui n'est pas un album officiel, mais également à un jeu sur CD-ROM. Un jeu à la Myst, en fait.
bon, avec des énigmes très faciles au sein de Paisley Park, et qui nous permettront d'accéder à des chansons, à du contenu, à des infos, enfin à plein de trucs. Et quand Internet va vraiment devenir un truc, Prince va lancer un site qui s'appelle le NPG Music Club, un genre de fan club officiel de Prince et du groupe NPG. Son idée à lui, c'est que grâce à Internet, les artistes devraient être capables d'être en contact direct avec leur public. Les réseaux sociaux, ça n'existe pas encore à l'époque. Hein. Et donc, quand vous êtes membre du NPG Music Club, vous avez accès à des morceaux exclusifs. Et quand je parle de morceaux exclusifs, je ne veux pas dire un remix qu'on n'a jamais entendu. Je parle d'albums exclusifs complets. D'albums exclusifs complets. Genre le quadruple album Crystal Ball. Qui est en fait un triple album Crystal Ball, plus l'album The Truth, qui est un album acoustique qui est collé, en fait, ils étaient vendus ensemble. Pendant très longtemps, ils étaient disponibles que via le site internet NPG Music Club. Pourtant, on y trouve la chanson Days of Wild. Oh putain, Days of Wild! Non! Prince, il y a énormément de pirates et de bootlegs qui circulent, que ce soit des morceaux inédits ou des captations de concerts. Il faut savoir qu'il existe quasiment un album pirate de chaque concert de Prince. De chaque soir, de chaque représentation d'un concert de Prince. C'est une dinguerie. Eh bien, Prince, qui n'aimait pas bien ça, il proposait la chose suivante. Il disait, si vous avez un album pirate à moi, vous me l'envoyez via le site NPG Music Club, vous me l'envoyez, et moi, en échange, je vous envoie un album exclusif, qui est indisponible, gratuitement, qui est indisponible, nulle part, qu'on ne pouvait pas acheter, rien. Beautiful Strange. Enfin, avant d'en finir, il reste un truc à propos de Paisley Park, donc son studio d'enregistrement. Il y avait à cet endroit une grande pièce, qui était en fait un coffre-fort, qui s'appelait d'ailleurs The Vault, donc le coffre-fort. Mais quand je dis coffre, c'est-à-dire que la porte, elle fermait, c'était hermétique, anti-incendie, anti-tout ce que vous voulez. Hein. C'était un coffre-fort, une grande pièce. D'après les gens qui ont eu la chance de pouvoir visiter cette pièce, on y trouve près de 5000 chansons jamais sorties, mais prêtes à sortir. Mixé, masterisé, tout prêt. Mais pas seulement. On y trouve également les clips de pas mal de ces chansons, ainsi que des films, des documentaires. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner, trouver sur Internet l'anecdote de Kevin Smith qui raconte quand il a réalisé un documentaire pour Prince. Bah, il est dans le Vault, hein, ce documentaire. Je vous mets le lien dans la description. En gros, ce qu'il raconte, si vous voulez, c'est qu'il s'est retrouvé complètement par hasard, hein, de façon complètement random, à réaliser un documentaire pour Prince sur la sortie d'un de ses albums. Et qu'une fois que le documentaire était prêt, ils ont pris le master, ils ont dit merci, et ils l'ont mis dans le Vault. Et le truc n'est jamais sorti, et Kevin Smith n'en a plus jamais entendu parler. Prince, c'est également un son de funk inimitable, le son de Minneapolis, un son qu'il a lui-même créé, qu'on retrouve également sur les productions du groupe The Time, où toutes les chansons étaient écrites et composées par Prince, hein, on va être clair. Groupe The Time, au sein duquel on retrouve deux musiciens qui s'appellent Jimmy Jam et Terry Lewis, qui deviendront par la suite producteurs de musique et qui vont produire quasiment tout ce qu'il existe de R&B vers la fin des années 90. Prince, c'est le descendant naturel de Jimi Hendrix, de Sly and Family Stone, de George Clinton, de Curtis Mayfield, de tous ces gens-là, quoi. C'est vraiment de James Brown, c'est vraiment la quintessence de tout ce que ces gens-là ont fait avant lui. D'ailleurs, sur la période qui suit la première période NPG, donc là ça va être une nouvelle période NPG, donc de 2001 à 2007 à peu près, il va se retrouver avec à la basse Larry Graham, qui était le bassiste de Sly and Family Stone. On a déjà parlé de Larry Graham, c'est l'inventeur du slap. Et c'est d'ailleurs vraisemblablement Larry Graham qui a poussé Prince vers la religion en général et vers les témoins de Jéhovah en particulier. Et ça, on le remercie pas pour ça, Larry Graham. Parce qu'après, il y a eu des moments un peu chelous quand même. Après, pour en revenir à la religion, il y a peut-être aussi autre chose qui a joué, c'est que Prince a perdu son enfant unique. Il a eu, ce qui a sans doute brisé son mariage d'ailleurs avec sa femme, ils ont eu un enfant qui était atteint de je ne sais pas précisément de quoi, bref, il a eu une maladie, il est mort quasiment après sa naissance, quelques semaines après sa naissance, je crois. On ne sait pas trop vraiment, on sait qu'il est mort, mais on ne sait pas vraiment les circonstances ou ça, c'est pas très important pour nous de savoir, voilà. Mais c'est sans doute ce qui a brisé son mariage avec Maïté. Et non, on ne fait pas cette blague. Voilà. Maïté. Après, de toute façon, si je commence à rentrer dans les relations perso de Prince,
On n'est pas rendu, moi je vous le dis, il faut une autre vidéo. Et donc bref, moi, lorsque je commence réellement à m'intéresser à Prince, eh ben en France, ils sont pas nombreux, ceux qui sont funky, qui font de la musique funk. On trouve à l'époque, parmi les trucs qui ont vraiment un peu marché, Peter Kitsch, qui à l'époque avait sorti ABC pour casser, qui est vraiment pas son son le plus funky. Mais Peter Kitsch qui avait tourné un album complet à Paisley Park, pour avoir un son vraiment très funky. Peter Kitsch qui a fait quand même quelques morceaux bien funk, notamment la chanson Prends le funky, dans laquelle il fait un feat. Ça va pas parler à tout le monde, hein, mais cette chanson, il fait un feat avec Yves Mourouzi. Yves Mourouzi qui fait Le tempo qu'on aime est à 100 BPM. Sinon, après, dans la funk française, il y avait, on va dire à l'extrême inverse, vraiment assez underground, il y avait Juan Rodzoff. Et je vous invite à découvrir son album Ah bah alors là, d'accord. Ça s'écrit comme ça se prononce. Vous allez kiffer. Mais sinon, à l'époque, en France, il y en a 2 qui font de la funk. Et en réalité, ça deviendra 3 quand M sortira Machistador, mais à l'époque, il y en a 2. Et ces 2 sont FFF et Sinclair. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Marco Prince et Yarol Poupeau de FFF. Et si vous ne connaissez pas FFF, c'est notamment ça. Divine demoiselle, diva, divine, on le divin, diva de l'innocence et l'indécence qu'il avait donc ces états dégainants des regards de moi qui n'échapperont plus jusqu'à quand. Prince, pour vous, qu'est-ce que c'est musicalement? Génie. Alors, moi je suis guitariste. Pour te dire, Prince ne serait que guitariste. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais écrit une chanson, il ne chanterait pas, il serait pas le personnage qu'on connaît, déjà il est là-haut. Juste en tant que guitariste. C'est tout. Moi, je suis chanteur. Voilà. Il serait juste chanteur. Voilà. Il n'aurait pas écrit une chanson, il toucherait pas la guitare. Il serait déjà là-haut. Moi, je fais du clavier. Voilà. Il fait que du clavier. Et tu Donc, peux y il aller est pour les vraiment- drums, pour la basse, pour la truc. Il est vilain, il est méchant. Ouais, il a donné du fil à retordre à tous les musiciens, tous Non, mais les ouais, compositeurs. il y a un et truc, puis- il y a un truc, enfin, je veux dire, là, on touche à... Quand je te dis génie, c'est un virtuose. C'est un virtuose dans presque tout ce qu'il fait. Tu écoutes jouer du piano, c'est un virtuose à la chant, à la voix, on ne va même pas en parler, à la guitare, et dans l'art de composer aussi. Ouais, parce c'est qu'il ça. a fait, Et c'est avant tout un songwriter de folie, un artiste Ouais. tellement complet. Puis même, il fait partie de ces... Toutes les cases sont cochées parce que... Déjà, il a toujours eu un style incroyable aussi. Ouais. C'est important, tu Mais vois, bien les sûr. fringues, le look qu'il a eu. Il est le premier à débarquer en porte-jartel à une Ah. époque où, tu vois, ça se faisait pas trop, justement, le côté androgyne. Enfin, ça se faisait, mais pas dans cette musique-là, tu Ouais. vois. C'est vraiment un visionnaire, une culture musicale de dingue, déjà, pour commencer, un prodige, voilà. Enfin, c'est presque pas humain, quoi. C'est j'allais dire, Génie. il est presque pas humain. Alors, je suis maintenant avec Sinclair. Donc, Sinclair, Mathieu, salut. Salut. Voilà, donc les gens, si jamais vous savez pas qui est Sinclair, notamment c'est ça. Mettons, j'ai jamais entendu parler de Prince, je sais pas ce que c'est. C'est quoi Prince pour toi? Prince, c'est le mec qui a fait basculer les années 80 dans une pop électro-funk qui a bouleversé la production de la musique. Voilà, en gros, c'est ça. C'est le mec qui a réussi à synthétiser James Brown, Sly Stone, qui a réussi à synthétiser plein d'autres choses, hein. Beaucoup de Rolling Stones aussi dans sa musique, et qui était un petit peu le dark side of Michael Jackson. Alors, on sait très bien que la vraie dark side de la musique, c'est Michael Jackson, mais en vrai, c'était quand même Prince qui amenait ce côté suant, ce côté sexy, et surtout un virtuose incroyable. Est-ce qu'il y a une période que vous préférez dans la musique de Prince? Oh, là, t'es dur. Oui, tout le début.
tout le début, moi, Dirty Mind, machin et tout ça, ça a été un choc absolu. À cette époque-là, j'étais DJ dans un lieu de danse et de perdition qui s'appelle Palace. Et quand on a vu arriver... non, Sexy Dancer, c'était sur l'album... C'était avant, ça. C'était avant, mais c'était le premier tube. Il y a un tube de boîte de nuit où le mec nous balance un morceau de 7 minutes, un truc comme ça. Et où ensuite... C'est goûté du coup. Et là, du coup, on se rend compte que en regardant le truc, le mec joue la batterie, la basse, les claviers, les trucs, les machins, chante. Le mec, il va commencer à rêver. Et moi, juste pour le dire, moi, je m'appelle Prince, Marco Prince. Et donc, quand le mec est arrivé, j'ai fait croire à tous mes potes à l'école que le prince en question, il était de ma famille. Je savais pas à quel point il serait de ma famille musicale ensuite et tout, mais c'était assez marrant. Ensuite, après, moi, quand t'es arrivé Dirty Mind, ça a été un bouleversement. Parce que pour moi, c'était un black funk singer qui avait fait Sexy Dancer. Ouais. Et d'un seul coup, il y avait une espèce de glitter black qui arrivait en porte-jartel avec des trucs et tout ça. Et là, j'ai d'abord été déstabilisé. Moi, je me suis dit, merde, c'est quoi ce truc, quoi? C'est vraiment une proposition musicale et une proposition artistique qui était complètement folle. Et après, on connaît toute l'histoire, quoi, tu vois. Mais vraiment, peut-être, en tout cas pour moi, peut-être que le meilleur... C'est dur, hein, là, mais peut-être c'est Sign of the Time, je crois. Ouais, moi, le climax, ça va effectivement... Mais on parle d'une période qui doit durer 4-5 ans, max, hein. Donc de Dirty Mind à Sign of the Time. Il n'y a rien. Je veux dire, c'est génial. Là, le mec est puissant. Le 1999, tu vois. Il y a peut-être sur Around the World in a Day où il y a un petit peu... Non, parce qu'il y a des chefs-d'œuvre. Il y a un côté Beatleserie, il est parade, parti. le son, la prod de parade, c'est un truc de fou. Sign of the Time, évidemment. Et puis Purple Rain, quand même. Laisse tomber, Purple Rain. Purple Rain. C'est le seul que je peux écouter. Et alors, pour être très honnête, j'étais très émotif à l'époque, mais je me rappelle, c'était un voyage long courrier où je voyageais seul. Et je bois quelques verres, pas mal de verres dans l'avion, un peu de mec qui veut dormir, quoi. Et là, je mets Purple Rain sur mes oreilles et je pleure, quoi. Je pleure. Je me cachais parce qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Je me dis, mais il va me prendre pour un fou, le mec qui pleure en écoutant Prince, quoi. Et c'est le dernier souvenir que j'ai vraiment poignant de cet album parce que voilà, la première fois que je l'ai écouté, je ne l'ai pas compris. J'étais jeune, quoi. J'avais 14 ans, tu vois. Et c'est vrai que quand tu écoutes ça la première fois, voilà, c'était un peu particulier. Puis à un moment, je suis tombé complètement dingue de cet album. Et je ne l'avais jamais vraiment retripé comme ça. Et je sais que parfois, je le mets et ce disque, il ne vieillit pas. T'as beau chercher la prod, le truc, ça ne vieillit pas. Le son, peut-être certains endroits, mais le son, on s'en tape, quoi. C'est ouf. J'ai revu le film il n'y a pas longtemps et c'est vachement bien le film. Ah bon? Alors il est pas un peu taquin? Non, je te jure, c'est super, les histoires, le rapport entre... C'est elle qui écrive la chanson, c'est pas lui. Ouais. Enfin, tu vois, il y a des trucs... Non, c'est... J'ai jamais vu Graffiti Bridge et Under the Cherry Moon. Oui, je crois que c'est mieux. Alors, Purple Rain, c'est clairement le meilleur des trois. Under Cherry Moon, il est très sympa. Ouais, j'aimerais bien le voir. Moi, il y a un truc qui m'a marqué dans Under Cherry Moon. Il est ultra taquis, ces trucs qui se passent à Cannes ou à Nice, où il se rêve en jazz singer, je sais pas quoi, il fait en noir et blanc, je crois. C'est ça. Il est très taquis. Prince, c'est une leçon de musique. Après, je vais être très honnête. Ça a bercé mon enfance. Enfin, pas mon enfance, ça a bercé mon adolescence, ma post-adolescence. Tu veux dire qu'il y a un moment où t'as lâché. Voilà, exactement. Et tu sais dire à quelle période à peu près? Ouais, je dirais que j'ai lâché Prince au moment où j'ai découvert Sly Stone. Alors c'est étonnant, tu vois. Bon, j'ai toujours suivi Prince, mais donc j'ai découvert Sly Stone en 88-89. Je m'étonne énormément parce que j'étais persuadé que, en fait, depuis le début, toi, c'était d'abord et avant tout Sly Stone. Je pensais que tu connaissais Sly Stone bien avant, en fait. Pas du tout, non. Bah, tu sais, moi, j'ai 53 ans et donc en 88, j'ai 18 ans. Il n'y a pas énormément de preuves d'existence de Sly Stone en France. C'est-à-dire que si tu n'as pas de la famille dans la musique ou quelqu'un qui a un magasin de disques ou un journal de funk qui n'existait pas, tu connais pas Sly Stone, quoi. Sly avait pour lui ce vrai mélange des 60s, ce côté post-hippie, tu vois, avec ses mélodies, ces trucs très Beatlesiens,
c'est assez fabuleux quand c'est surtout les premiers albums qui sont dingues. Après, quand il est tombé à fond dans la coke, c'est un peu speed. Il a fait des chefs-d'œuvre, tu vois. There's a Red Going On est pour moi un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment très très sombre. C'est un album, si tu connais pas, tu mets ça à des gens qui rigolent, ils rigolent plus du tout. C'est assez dark, tu vois. Alors que les premiers albums avec Fun, avec Family Affair, je crois que Family Affair c'est un peu après. C'est vraiment hyper lumineux, quoi. C'est de la musique lumineuse. Normalement, je suis censé surtout parler de Prince, mais on va quand même s'écarter un petit peu parce que moi, la funk, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Alors déjà, là ou le funk? Moi, je dis la funk. Ouais, mais moi, j'aime pas la funk. Bah, je veux bien dire le funk, hein, c'est pas un Ouais, souci. je sais pas pourquoi d'ailleurs. Moi, j'ai toujours dit le funk. Ouais, on fait du funk, on fait pas de la funk. Bah si, tu peux faire de la... Tu fais de la funk? C'est pas la même zik pour moi. Ouais. Bah, Ouais, je sais pas. Moi, la distinction Pour que je moi, sais pas Betty faire, Davis, c'est elle fait du funk. Elle fait pas de la funk. ouais, mais je comprends ce que tu veux dire, mais peut-être... Là, mais- grand mais- débat. Mais non, c'est important. Non, une Game c'est Boy vrai. ou un C'est- Game Boy. Voilà. Le Wi-Fi ou la Wi-Fi? Toi qui as un Les petit a- peu d'y connaître. Les Ovid ou les Internet ou Internet, on peut y aller là. Non, mais moi j'ai pas de. Bon, allez, il n'y a pas de genre. Voilà, j'ai Non pas. genré. Voilà, j'ai pas de On problème dit avec funk, le genre tout de. court. Alors, moi, j'aime funk. Funk. Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque si je dis que vous avez sans doute écouté un peu de P-Funk par le passé? On en a écouté évidemment, pas que, mais évidemment on en a écouté. Chacun de son côté et ensuite ensemble. Je parle de nous quatre, hein, Crichou et Nicolas aussi. Ça fait évidemment partie d'un espace d'inspiration qui était clair. C'est qu'on sentait qu'il y avait une espèce de profusion de goûts musicaux qui étaient mélangés, qui allaient vers ce qu'on avait envie de faire, et une démesure proposée artistique sur la scène qui nous a beaucoup touchés. Alors, si tu dis pas la P-Funk, tu dis le P-Funk ou la P-Funk? Je dis le P-Funk. Le P-Funk. Merde. Non, là, c'est bon. On continue. Donc oui, c'est sûr que ça a été, nous, une source d'inspiration. Quel relou. Il lâche pas. J'aime bien, moi. Pas de problème. Ça va, mais attends, ça va faire 2000 commentaires sous ma vidéo, ça va être ça. Ouais. Chocolatine ou pas en chocolat? Voilà. Mais Ah ouais, c'est voilà, ça. la musique funk. La Ouais. funk. Ah, la on peut musique dire. funk, si tu veux. Mais alors, oui, donc c'est sûr que Funkadelic Parliament, Donc tu dis la rock. La musique rock. Ouais. Pardon. C'est une actrice le française. Puffangelic. Funkadelic, Parliament, toute cette galaxie P-Funk, c'est sûr que nous, c'est vraiment une grande source d'inspiration, de par déjà les mélanges des influences, le côté quand même très rock, avec les guitares un peu psychédéliques. On est un petit peu chez Jimi Hendrix par moments, Sly Stone, compagnie. Et puis aussi un côté quand même beaucoup plus funk pour danser, tout ça. Enfin, vraiment, nous, c'était... on a eu la chance, quand on était mômes sur une de nos premières tournées, de faire la première partie, d'ailleurs, de George Clinton, de P-Funk All Stars, Parce que pourquoi pas? dans toute l'Europe. Bah ouais, voilà, dans toute Et l'Europe. donc, on a eu tous les soirs un VIP access carré or, machin, sur le côté de la scène, avec eux, aller voir... Et même derrière en la action, scène. Et même derrière la scène, aller voir en action, aller voir faire leur boulot, si on peut appeler ça comme ça, tous les soirs. Et franchement, c'est un truc... Ah, c'était on était c'est une comme cons- ça tous les jours. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ça... Enfin, voilà. Donc, Ouais, c'est ça a totalement été édifiant. une grande leçon dans tous les sens du terme. Ouais, parce qu'en plus, pour les jeunes musiciens que nous étions, ça nous a vraiment monté un champ des possibles et des impossibles. Là, c'est très très rare d'être auprès de tes pairs comme ça et de les voir partir en couille, parce que c'était vraiment ça l'idée, quoi, tu vois. La musique étant le dénominateur commun, mais chaque personnalité influait dans la façon dont le concert se passait. C'était incroyable, c'était vraiment une chance inouïe. Larry Graham qui avait monté son groupe, donc Larry Graham qui était bassiste de Sly Stone, qui a monté son groupe Graham Central Station, t'avais suivi un petit peu aussi? Ouais, bien T'as sûr. découvert tardivement. Ah, ben non, j'ai découvert au même moment. En fait, j'ai découvert au même moment quand on s'est mis à chercher à travers les pochettes. Il n'y avait pas d'internet en 88. C'est aussi une donnée, il faut le savoir. Ça, pour ça, Ouais, ça je me pour- rappelle bien. ouais, tu vois, c'est un truc pour chercher quelque chose. Il fallait avoir des copains, passer des coups de fil, aller dans les magasins. Et donc, c'était beaucoup les pochettes, notre internet. Donc, tu prenais la pochette d'un disque, puis tu vois Larry Graham. Là. Donc, tu cherches, puis tu tombes sur le Graham Central Station, et là, tu dis waouh, putain, c'est quoi ce truc? Le mec a inventé la basse aussi. Bon, après, tu découvres que, voilà, le mec, il fait ça parce qu'il jouait avec sa mère et que donc il pouvait s'accompagner, ils n'avaient pas de batteur, donc c'est en faisant du slap qu'il faisait la batterie. Il faisait les percus à l'église. Ouais, c'est ça, c'est un truc de ouf, quoi. Oui, non, mais c'est dingue. Ouais.
Et moi, j'ai appris hyper récemment que Larry Graham, peut-être que tu le sais déjà, c'est l'oncle de Drake. Non. Si. Le père de Drake, c'est le frère de Larry Graham. Mais non, je te crois pas. J'ai trouvé ça, j'étais mort de rire. Putain, incroyable. Ah ouais. Aucun Ouais, rapport il pour le faudrait coup. quand même faudrait qu'il demande à son oncle comment on fait des concerts avec des musiciens, parce que le concert de Drake avec juste la voiture volante qui passe au-dessus de lui tout seul dans la salle, c'est un peu bizarre. Après, Drake a fait des trucs assez déments, mais incroyable. Aujourd'hui, bon, clairement, il y a aussi une influence très rock chez FFF. Il y a moi- toujours eu. Oui, bien sûr. Ah ouais. Et moi, la question que je me pose, c'est le son FFF. Alors, sans doute que moi, je manque de culture musicale. Mais pour moi, le son FFF ne ressemble à aucun autre son. Est-ce que vous diriez si ça ressemble à ce son-là? Ben, le but du jeu, c'est que ça ne ressemble pas, justement... En fait, on fait partie de ces groupes, on a beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'on a 4 personnalités Distinct. dans la vie et musicale, distinctes et très fortes. Et en fait, si tu veux, quand on joue tous les 4, il se passe un truc qui se passe jamais quand on joue avec d'autres groupes que quels que soient les... Moi, je travaille avec plein d'autres gens, on travaille tous avec plein Quelle d'autres que gens. soit la formation. Ça sonne pas comme FFF. Il n'y a que quand on joue ensemble que ça ressemble à FFF. Et ça, c'est une alchimie, on ne sait pas pourquoi. Peut-être c'est comme ça depuis le début. Peut-être c'est les années qui ont fait qu'on a, à force de jouer ensemble, où il y a une espèce de Frankenstein qu'on a créé comme ça, qui fait que ça me fait très plaisir ce que tu dis. Ça nous fait très plaisir parce que c'est la marque pour moi d'un grand groupe, c'est quand effectivement ça sonne comme rien d'autre, quoi. Il y a des groupes comme ça, tu les mets ensemble. Ça sonne comme ce groupe-là, et puis voilà, tu les sépares, tu leur fais faire des trucs. Les Stones, quand c'est les Stones, ça sonne comme les Stones. Quand tu les mets, Keith avec ses potes, ou Mick Jagger avec ses trucs, ça sonne pas comme les Stones. Il n'y a que quand ils sont ensemble que ça ressemble aux Stones. Comment est-ce qu'on en vient à, quand on passe dans Taratata, à se dire, alors tranquille, on va mettre toute une partie de morceau qui n'est pas dans le morceau, mais qui va mettre le feu dans la salle? Ça, c'est l'héritage Prince. Voilà. C'est un moment, exactement. Tu comprends que tu as des morceaux, c'est des véhicules, ils sont chouettes, tu les as fait en studio, mais tu vas jamais les refaire pareil sur scène parce que tu vas t'imposer quelque chose de compliqué alors que tu pourrais très bien modifier. Et en fait, quand tu as fait des concerts et que tu as vu qu'en modifiant les parties, les gens y kiffaient, et ben ce que tu fais, c'est que tu fais des parties de parfois 3 minutes 50 en plus à jammer parce que ça te permet de jouer, ça te permet de mettre des notes, ça te permet de faire kiffer ton groupe et d'être dans une énergie qui est hyper communicative. Alors le truc, c'est qu'effectivement à la télé, quand tu fais ça, ça râle un peu, quoi, tu vois. Oui. Tu vois, Bah oui. c'est un peu long, quoi. Et en vrai, à part Taratata, ou éventuellement à la grande époque, peut-être nulle part ailleurs, le Grand Journal, où est-ce que tu peux faire ça? Bah, tu peux pas faire ça. Tu peux plus trop faire ça. Alors après, maintenant, tu peux le faire autrement, tu vois. Là, on pourrait faire du live stream et faire ça et s'éclater, mais c'est pas pareil parce que là, la télé, il y avait le côté direct avec les gens, avec des conditions de concert. Mais c'est vrai Et que tu touches un public qui n'était pas venu spécifiquement Exactement. pour ce concert-là. Ils sont venus pour entendre de la musique, ils se sont dit après il va y avoir un morceau, puis d'un coup ils se retrouvent avec ce truc. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est avec le mec avec le bouton. Coupe, mais il faut couper. Bon, en tout cas, on est ravis de voir qu'il y a un nouvel album qui est arrivé. Donc, tournée à venir là. Ben là, très vite, là, on part, on est en train de... On fait des pompes, des abdos, on fait bouger les doigts, on réactive les articulations et les synapses du cerveau, parce qu'on en a besoin. Ouais, c'est cool. Et puis voilà, quoi. On va aller mettre le feu en France et en Navarre. Et donc, Mathieu, tu as un nouvel album qui s'appelle So Sorry. Ouais, exactement. Qui est disponible sur Spotify, sur Deezer. J'ai vu qu'on peut aussi le trouver en vinyle sur Diggers Factory. Je mettrai le lien dans la description de tout ce qu'il y a. Exactement, ouais, c'est ça. Maintenant, je fais des vinyles. Il y a un truc qui est assez génial, c'est que je fais des petites quantités, donc ils se vendent bien. Et il y a ce côté tellement naturel de faire des pochettes, d'amener les disques, tu vois. Ouais, moi, en plus, à côté de chez moi, je suis arlésien, à côté de chez moi, j'ai un copain qui a une cave et je lui amène les disques, je lui en amène 5 et c'est genre, waouh, tu m'amènes 5 disques et tout, tu vois. Putain, c'est vachement bien. Ouais, c'est le pied. Bien. Le troisième artiste solo dont je vais vous parler, je suis prêt à prendre un pari avec vous. Si vous n'êtes pas un professionnel de la musique, cet artiste, vous n'avez jamais entendu son nom. Mais dans le monde professionnel de la musique, surtout le monde professionnel de la musique des années 90 et des années 2000 un peu, tout le monde connaît son nom. Ce gars a plus de 40 ans de carrière, il a sorti 47 albums, il a vendu
des millions de disques sans jamais trahir son style musical. Le gars s'en balèque de savoir si la mode est plutôt à la pop, au hard rock qui tâche, au R&B, il s'en fout. Il ne trahira jamais son style pour un simple effet de mode. Et ce type, les paris sont ouverts, c'est Wolfgang Petry. Wolfgang Petry, dit Wolle, est né en 1951 dans le quartier de Radertal, dans la ville de Cologne, et c'est une manie chez moi apparemment, c'est un artiste qui est très prolifique. Alors, je l'ai dit, c'est un gars qui a sorti 47 albums, mais surtout c'est un gars qui fait énormément de scènes. Et alors le gars, c'est simple, son premier tube date de son premier album, 1976. Sommer in der Stadt, voilà, ce qui peut se traduire par l'été dans la ville, à pas confondre avec la chanson américaine connue Summer in the City, c'est pas la même chose. C'est le même nom, si vous voulez, traduit, mais c'est pas la même chose. Et alors cette période-là, on va dire, c'est la première période de Wolfgang Petry. C'est clairement pas la période que je préfère. C'est une période où il est trop en train de s'inspirer de musique américaine, donc ça ressemble beaucoup à de la country, ce qu'il fait. Donc si vous êtes fan, c'est pas mal. Moi, c'est pas ma came. Après, qu'on soit clair, je veux dire, Elton John, à peu près à la même époque d'ailleurs, il sort l'album Tumbleweed Connection, qui est également de la country. Et voilà. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous découvrez Elton John par cet album ou Wolfgang Petry à cette période, et que la country, c'est pas votre came, eh ben ça va pas vous plaire plus que ça, à mon sens. Mais bon, après, c'était sans doute le truc qui était vraiment dans l'air du temps, le fameux Zeitgeist. Et pour le coup, ça a marché. Cela étant, on va vite avancer parce que très clairement, son truc à Petry, le moment où il va vraiment trouver son son, c'est dans les années 80. Si vous aimez le son des années 80, vous allez aimer Wolfgang Petry. C'est une loi de la physique. Parce qu'à partir de ce moment-là, Wolfgang Petry va faire un truc qui, sur le papier, est complètement con, est complètement fou, mais qui va fonctionner. Il va associer deux sons qui n'ont a priori rien à voir l'un avec l'autre. Mais tout ça dans une ambiance années 80. Et ces deux sons, c'est le rock et le Schlager allemand. Le Schlager allemand, ou plus simplement le Schlager, puisque de toute façon ça vient d'Allemagne, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui est apparu au début du XXe siècle en Allemagne, donc, et qui se caractérise par des mélodies qui sont faciles à retenir, des thèmes qui sont très entraînants, que ce soit en termes de rythme, en termes de danse, et également en termes de thèmes de paroles. Paroles généralement qui sont soit humoristiques, soit sentimentales, soit un peu les deux. Avec une particularité, c'est que le refrain, en général, vous l'entendez une fois, et il reste imprimé dans votre tête pendant des années. C'est un style qui n'a jamais vraiment pris en France, sauf peut-être un peu dans les années 80, on va y venir, mais je sais pas, peut-être parce que c'est en allemand, voilà. Mais en tout cas, il y a un truc que je peux vous dire, c'est que niveau ambiance, c'est difficile de faire plus fort que le Schlager. Un exemple éventuellement en France qui peut se rapprocher un peu du Schlager, mais je vais mettre des grosses guillemets, des grosses pincettes, parce que vous n'allez pas vous faire la bonne image du truc. Mais ça donne un peu une idée de l'ambiance générale. C'est les chansons de fête de Patrick Sébastien. Ah, le petit bonhomme en mousse, les sardines, les serviettes, tout ça, vite fait, on pourrait considérer que c'est un peu comme du Schlager, même si, encore une fois, c'est pas tout à fait le même esprit. Parce que dans l'idée, le Schlager, dans l'idée, ça se rapproche plus, et ça va peut-être vous étonner, de la folk aux États-Unis. D'ailleurs, dans l'équivalent allemand des victoires de la musique, la catégorie Schlager, c'est la même catégorie que la catégorie folk. Et pour la petite histoire, à ces fameuses victoires allemandes de la musique, dans la catégorie Schlager, Wolfgang Petry gagnera en 97, en 98, en 99, en 2000 et en 2001. 5 années de suite. Bon, normalement, à ce stade, vous avez compris que le Schlager, sur le papier, il y a un côté un peu fête du village, voilà. Et normalement, si vous me connaissez, vous savez que c'est pas spécialement le son que je recherche. Sauf que dans les années 80, il y a les synthés qui apparaissent. Et le son du synthé va parfaitement bien se marier avec un certain style de Schlager qui va le moderniser et le sortir de son côté un peu kermesse et fête à neuneux. Et dès les années 80, le Schlager va pouvoir passer tranquillement à la radio, dans les boîtes de nuit, être écouté par des jeunes, et plus seulement par des fans de bingo à la salle municipale. Avec en plus, je le rappelle, le fait qu'avec le Schlager, le refrain, vous l'avez entendu une fois, c'est bon, il est dans votre tête. Ce qui fait qu'en boîte de nuit, tout le monde chante. Niveau ambiance, je répète, le Schlager, c'est le feu. Et en plus, Wolfgang Petry, qui est amoureux de la musique américaine, il va associer à ça un son qui est rock.
Ce qui n'est pas une mince affaire, hein, en vrai. Mais ça va lui permettre de faire un truc invraisemblablement difficile. Et les gens qui sont de ma génération vont comprendre ce que je veux dire. Si vous avez connu les années 80, si vous vous rappelez des années 80, vous savez qu'il s'est passé un truc le 1er janvier 90. Les années 80 sont instantanément devenues ringardes. Ceux qui faisaient des cartons en 89, en 90, étaient devenus des gros nazes. Il a fallu beaucoup de temps avant que les années 80 reviennent à la mode. Et ne venez pas me parler de Michael Jackson, je sais. Je vous parle de gens dont le style musical était très clairement imprégné du son des années 80. Eh bien, Wolfgang Petry, il a encore mieux marché dans les années 90, ça c'est pour faire plaisir aux Belges, il a encore mieux marché dans les années 90 que dans les années... comment vous dites 80 ? Bon, je m'en tape, je la refais. Eh bien, Wolfgang Petry, il a encore mieux marché dans les années 90 que dans les années 80. Il a négocié je ne sais pas comment il a négocié ce virage. Je ne suis même pas sûr que des gens aient compris comment il a fait. Parce qu'il n'a pas changé son son. Il est resté fidèle à son son. Et c'est devenu meilleur. Jusque-là, vous allez me dire, il est gentil, Bruce, mais il ne nous a rien fait écouter. À part le son dont il nous a expliqué lui-même qu'il ne l'aimait pas vraiment. C'est vrai, mais il faut savoir un truc. Content ID, le bot YouTube qui reconnaît les extraits musicaux que vous mettez dans une vidéo, ça ne marche pas qu'en anglais. Ça marche dans toutes les langues où il y a des chansons qui sont par ailleurs sur YouTube. Et si vous pensez que passer un extrait de 99 Luftballon sur YouTube sans prendre de claim, c'est compliqué, permettez-moi de vous dire que vous ne savez pas qui est Wolfgang Petry. Wolfgang Petry, c'est pas que c'est un claim, c'est que c'est un blocage immédiat stratosphérique. Alors c'est sans doute pas lui, hein, ça doit être sa maison de disques, mais je veux dire, c'est Wolfgang Petry, c'est un intouchable de YouTube. Il n'y a qu'à voir, regardez, j'ai passé des extraits d'Elton John, des extraits de Prince. Si je veux, je peux passer quelques secondes de Metallica. Pas trop, hein, quand même, parce que, quand même, voilà, là, c'est pas justifié, donc ce serait vraiment juste, voilà, donc pas trop. Wolfgang Petry, c'est niette. Voilà, tout ça pour dire que je vais pouvoir vous passer quelques secondes d'extraits live, éventuellement, mais pour les versions studio, bah, vous vous débrouillerez tout seul avec YouTube, ou avec Spotify, Deezer, ce que vous voulez. Hein. Je veux dire, les chansons, pour le coup, elles sont disponibles partout. Voilà, mais moi, je ne vais pas pouvoir vous en passer des extraits comme ça. Oui, parce que tout est trouvable. Hein. Je veux dire, il est vraiment disponible sur toutes les plateformes. Je crois que vous n'avez pas mesuré le succès du gars, en fait. Il est disponible partout. Si vous ne savez pas par quoi commencer, il a sorti un best-of de ses 40 ans de carrière. C'est un bon spot pour commencer. Voilà, vous saurez vite si ça vous convient ou pas. Donc, dans les années 90, le son devient encore plus rock. Mais toujours le même style. Et si vous vous rappelez, normalement, en France, les années 90, c'était pas particulièrement des années rock. À part peut-être le phénomène grunge avec Nirvana, tout ça, mais sinon, c'était pas tellement l'ambiance hein, en France. Mais c'est dans les années 90 qu'il va, selon moi, commettre ses meilleurs morceaux, avec en tête, vraiment de loin, le morceau que je préfère. En 1997, Weiß der Geier. Weiß der Geier oder weiße nicht, ganz egal, ich liebe dich. Ce morceau est un banger. Point, je veux rien savoir. Normalement, vous écoutez 40 secondes, vous avez compris. Alors peut-être que si vous êtes vraiment récalcitrant à l'allemand ou je sais pas quoi, peut-être qu'il vous faudra 2 ou 3 écoutes pour être convaincu, mais cette chanson est un putain de tube. Oui, parce que je sais bien qu'en France, il y a un genre de snobisme qui fait que déjà les chansons en allemand, c'est compliqué. Mais alors en plus le Schlager, il y a un côté beauf, mais c'est du préjugé vraiment. Essayez de passer outre. Vous n'avez pas idée. En 1991, ouais, je raconte pas dans l'ordre, et alors quoi, tu vas rien faire. Il sort un morceau au nom un peu compliqué, absolument imprononçable quand on n'est pas bilingue en allemand. C'est un peu comme Harder, Better, Faster, Stronger des Daft Punk. C'est-à-dire que quand tu t'es pas entraîné ou que tu connais pas vraiment la chanson par cœur, tu sais jamais dans quel ordre faut mettre les mots, voilà. C'est un peu pareil. Et cette chanson, c'est Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen. Et je suis pas bilingue en allemand, mais je me suis entraîné pour cette vidéo. Et ce titre signifie littéralement tomber amoureux, perdre, oublier, pardonner. Bon, et là, je vais pas me faire chier à vous trouver un extrait live sur YouTube. Je vais vous interpréter moi-même quelques secondes du refrain. Alors rappelez-vous que je ne suis pas chanteur professionnel et que la guitare n'est pas mon instrument de prédilection. Alors je ne sais pas pourquoi je me suis imposé ça sur le script, parce qu'en plus les paroles c'est une tannée. Donc un peu d'indulgence s'il vous plaît. Hein. Voilà, j'ai les paroles là, hein, sinon c'est impossible. Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen,
Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Ich hatte doch alles, alles was zählt. Aber ohne dich leben, jetzt ist es zu spät. Bête. Désolé. Et pourtant, il est admis que ça, c'est pas son tube, son plus gros tube. Hein. C'est, la plupart des gens s'accordent pour dire que son plus gros tube, c'est une chanson de 1983. Et je vous le dis tout de suite, je suis pas vraiment d'accord. Alors attention, hein, j'aime beaucoup la chanson dont je vais parler. Hein. C'est juste que c'est pas ma préférée perso. Maintenant, ce qui joue peut-être, c'est qu'il y a une époque où celle-là, je l'ai écoutée en boucle. Et donc peut-être qu'au bout d'un moment, elle m'a fatigué, cette chanson. Donc cette chanson de 1983, elle s'appelle Wahnsinn. Je vais vous faire écouter juste les premières secondes d'intro. Et rappelez-vous qu'on est en Allemagne au début des années 80. Vous allez vous dire instantanément qu'il y a une erreur de casting, parce que clairement, c'est pas le bon son pour cette période. Et alors cette chanson, de quoi elle parle? Donc Wahnsinn, bon déjà, ne vous attendez pas à des paroles un peu sophistiquées à la Bernie Taupin pour Elton John. Hein. Je rappelle le Schlager, on est sur un style qui est vraiment très léger, drôle et ou sentimental. Mais vous allez voir que pour du Schlager, c'est quand même fort. Wahnsinn, ça veut dire folie. Et alors, voilà les paroles traduites du premier couplet du refrain. Aucun signe de toi, l'appartement est vide. Et mon cœur comme le plomb si lourd. Je suis détruit parce que tu es à nouveau avec lui. Tout ce que je sais, c'est que c'est fini maintenant. Et que je dois me battre pour toi. Où es-tu, dis-moi? Où es-tu? Refrain. C'est de la folie. Pourquoi m'envoies-tu en enfer? Tu laisses mon âme se glacer. C'est fou, tu joues avec mes sentiments et ma fierté est depuis longtemps à la poubelle. Mais je sais encore et toujours ce que je veux. Je te veux, toi. Vous savez, je pense, malgré certains préjugés qu'on peut avoir, parce que je sens que vous êtes 2-3 à ricaner, il n'y a pas besoin d'être sophistiqué pour dire des choses profondes. Après, on va être clair, il y a certainement 2-3 subtilités qui se perdent à la traduction, hein, pour être honnête. Dans la nuit du 18 janvier 1996, il y a un incendie dans un immeuble de la ville de Lübeck qui va tuer 10 personnes, dont 7 enfants, et blesser plus ou moins grièvement 38 personnes. La spécificité de ce drame, outre le fait qu'il y a quand même eu beaucoup de victimes, c'est que l'immeuble en question était un immeuble de réfugiés étrangers qui demandaient l'asile en Allemagne. Les victimes venaient de pays comme le Zaïre, l'Angola, le Togo ou le Liban, mais les plus jeunes étaient déjà nés en Allemagne. Hein. L'enquête montrera rapidement qu'il s'agissait bien d'un incendie criminel, mais malheureusement ne mènera nulle part. Elle sera lourdement critiquée à l'époque, hein, sachant qu'en plus, ce n'est pas un événement isolé. Après la réunification des deux Allemagnes, dans les années 90, on voit popper énormément de demandes d'asile, et il y a un énorme ressentiment d'une partie de la population contre ces demandeurs d'asile. Et les coupables sont très précisément ceux que vous imaginez quand on vous dit que ce sont des nationalistes, racistes et xénophobes qui ne veulent pas voir d'étrangers qui n'ont pas tout à fait la même couleur de peau qu'eux venir chez eux. Wolfgang Petry va alors lancer un mouvement contre la xénophobie, avec l'aide notamment d'un autre compositeur, auteur, producteur que je ne connais pas, qui s'appelle Helmut Russmann, je ne sais pas qui c'est. Ils vont produire ensemble une campagne, j'ai pris le papier parce que vous allez voir le nom, ils vont produire ensemble une campagne Mut zur Menschlichkeit, donc littéralement courage pour l'humanité, et il y aura un CD qui s'appelle Wer die Augen schließt, avec 3 points de suspension, ce qui signifie qui ferme les yeux, point de suspension. Le titre complet en français, c'est Qui ferme les yeux ne connaîtra jamais la vérité. Évidemment, tous les artistes, mais pas seulement les artistes, tous les techniciens également qui ont bossé sur ce projet ont renoncé complètement à une rémunération. Et les bénéfices sont allés directement à Aktion Deutschland Hilft, une organisation humanitaire allemande d'aide aux sinistrés. Parce que Wolfgang est pétri de bonnes intentions. C'est un métier, hein. Mais comme je vous l'ai dit, le nom de Wolfgang Petry, sans doute que vous ne le connaissiez pas, mais les gens qui sont dans la musique depuis suffisamment longtemps, c'est un nom qui leur évoque des trucs. Exemple. Alors, je suis aujourd'hui avec Chambre Noire. Alors, Chambre Noire, si vous ne connaissez pas, c'est notamment ceci. Écoute-moi. Mosh, Gunther et Wester, bonjour. Salut. Alors,
aujourd'hui, on va pas parler d'électro. On n'a jamais été aussi raccord. Non. On va pas parler d'électro, on va parler d'un artiste que je crois vous connaissez, Qu'on adore. que le grand public ne connaît pas, mais que dans le monde de la musique, tout le monde connaît, Wolfgang Petry. Ouais. Alors, Wolfgang Petry, pour vous, qu'est-ce que c'est? Une influence sans doute majeure, même si c'est vrai que c'est assez peu envisageable au départ, parce que nous on fait de l'électro aujourd'hui, mais on vient quand même plutôt du monde du rock. Et Wolfgang Petry pour nous a été un peu un déclencheur. Une influence majeure. C'est-à-dire que chez nous, tu as des gros artistes qui ont été plébiscités, qui faisaient partie de la pop actuelle. Wolfgang Petry pour nous, c'est un artiste qu'on a essayé de sampler 1 milliard de fois. On n'a jamais eu vraiment les droits. Ça a toujours été très compliqué de travailler avec lui. Et notamment même les Daft ont essayé au tout début de leur carrière de faire des remixes de Wolfgang Petry. C'était un peu compliqué. Donc, voilà. Faut dire que si tu veux, le mec est tellement... je pense qu'il a influencé, révolutionné la pop, le rock, puis effectivement derrière l'électro et ce qu'on est aujourd'hui, et ce qu'on est tous. Hein, je pense que tous les... Mais même Kraftwerk, etc., qui sont allemands aussi, je pense peuvent se réclamer de Petry, parce que c'est un mec qui a, je sais pas, déjà un timbre de dingue. Malade. Et puis des compos absolument folles. Folle, et puis c'est surtout le... Et puis une machine à album, les gars. Machine à album. 47 albums, quoi. Ouais, C'est 47. la carrière. 48, non 47. Il y a 47. Il y a 44 albums, si je dis pas de conneries. Il y a 2 lives et il y a un best-of. Exactement, best-of. exactement, tout à fait. Et donc, bon ça c'est faux, mais l'album Freudeux en 98, Ouais, mec, il est monstrueux. monstrueux. Alors, de toute façon, ça, on pourra en parler, mais 98, c'est un peu une année miraculeuse pour Wolfgang. Ouais, et puis pour les gens qui connaissent pas, c'est quand même un gars qui vend 30 millions d'albums aujourd'hui, je crois. Hein, si j'ai et puis il sort encore des trucs. 98, c'est un peu compliqué. Le live, c'était quoi le live À Schalke. Ah, le live de Schalke. 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 Le live de 98. Schalke de ouf. Ce qui est terrible, c'est que regardez les images. Non mais si. Non, mais oui. Alors, dites après, je vous explique. Donc 98, année en France un peu charnière parce que Coupe du monde de foot. Nous on est mineurs. Gloria Gaynor. Voilà. We Survive. Et Wolfgang Petry. Interdit d'aller au concert. Moi j'ai 2 frustrades dans ma life, c'est que j'avais été interdit parce que j'avais fait n'importe quoi de pouvoir aller voir Michael Jackson à l'hippodrome de Longchamp. Et ce fameux live là, interdit d'y aller, donc j'ai dû me taper la finale de la Coupe du Monde. Mais il n'empêche que ce gars a fait peut-être délivrer son meilleur live ever. Ouais, c'était fou. J'y étais. Non, putain. Non, mais non. Tu te fous de moi? Non, tu plaisantes. J'y étais. C'est pas vrai. C'était un peu compliqué. Bon, moi, à 98, j'ai 21 piges. Et c'était un peu compliqué, mais j'avais pris suffisamment à l'avance parce que par contre, les billets... Et c'est impossible. Et il faut rappeler aux gens, à l'époque, Internet, Non, ça existe globalement pas. Mais merci de dire Du tout. Donc, les billets, bonjour. Bah oui. Tu sais que c'était mes premières recherches quand j'étais en 98 en terminale, parce que j'ai fait des études. Ah bon? Ah, d'accord. Et Napster était le premier moyen avec une connexion sur téléphone. Voilà. J'étais sur Napster et je faisais des albums avec des CDR que je revendais sous le manteau de Petry. De Petry, mec. Bah oui. Bravo. Mais oui. Ah oui. C'était ça. Et donc quoi? Donc raconte-nous le concert à 98. C'est quoi Non mais c'était mythique. Fais-nous vendre un peu. Ouais, alors après, le but, c'est pas mon interview. Bon, si vous voulez. Non, mais quand même. Alors, tous les classiques. Alors, il a repris un petit peu. C'est-à-dire que moi, je sais pas vous comment vous êtes, mais moi, sa phase années 70 jusqu'à à peu près 82-83, c'est plutôt de la country. Oui. Il fait ça bien, mais c'est pas ma cam. Ouais, enfin, excuse-moi si je peux rebondir un petit peu. La country, c'est vraiment ce qui a été généré par Elvis. Tu peux prendre n'importe quel morceau de rock. Finalement, tu retombes sur les morceaux d'Elvis. Nous, aujourd'hui, dans l'électro, je sais pas pourquoi, mais tous les morceaux que tu peux écouter des Daft, en passant par Justice, en passant par la scène underground, tu retombes sur Petry. Bah, bien sûr. Et toutes les lignes de basse, et de cette époque-là, des années 70 à 80, toutes les lignes de basse, tout le monde a tout pompé. Mais Tout le monde dit la disco, mais non, les gars, c'est le mec, les lignes de basse de Gobert. Le mec, il ouvre le concert sur Van Zine. Ouais. Donc déjà, déjà il calme tout le monde. Tu te dis bon, le mec il tape Gros fort dès level, le début. ouais. Et en fait, tu sais, tu t'attends à ce qu'un concert, il y ait un peu un ventre mou, tu vois. Ouais. Bah alors, peut-être que j'ai idéalisé avec le temps, mais pas de ventre mou. Mais ça faisait que monter. Il s'appelait comment le morceau? Van Zine. Putain, moi j'ai toujours entendu Vaseline, mais j'ai fait LV2 espagnol, je te jure. Pour moi c'était Vaseline et je trouvais ça cool du coup. Bah, pour moi, Van Zine, c'est vraiment son entrée dans les années 80. Et c'est justement ce son des années 80 qu'il a gardé pendant des années ensuite. Notamment dans les années 90 ou les années 80, c'était devenu super ringard. Oui. Lui, il avait gardé ce son-là. Ah bah, il a jamais lâché. Comme je te dis, tu sais que son premier, ce que je le disais tout à l'heure, mais je vais le redire, les Daft à l'époque où ils mixent au Rex Club, et qui sont pas encore masqués, c'était Petry, c'était le premier artiste sur lequel ils étaient en étude pour faire les fameux samples qui ont fait après le succès des Daft Punk. Et ils n'avaient pas les droits, parce qu'ils n'arrivaient pas à négocier avec les maisons de disques les droits de Pétri pour pouvoir les utiliser. Et d'ailleurs, un des morceaux les plus cultes de Bangalter,
Thomas Bangalter, c'était de remixer son père. Donc il a préféré remixer son père, un morceau de son père, parce que son père était musicien, plutôt que d'attaquer Petri. Il ne pouvait pas utiliser les droits. Non, mais Nous, le on mec, essaie encore aujourd'hui. On arrive peut-être à trouver des petites Mais parades. il n'y a pas même en bootleg quelque chose, ça Si, se trouve. bah, c'est Bah, ça. et C'est autre anecdote dans le monde du rock, Phoenix, que vous connaissez là, Ouais. Wolfgang Amadeus Phoenix, Ouais. ça n'a rien à voir avec Mozart. Ouais. Le Wolfgang est en Petri. hommage à Petri. Wolfgang Perret. C'est pas Ah du ouais. tout. merde. Ouais, mec, bien non, sûr. mais le mec a. Ça Le mec n'a a rien à voir marqué. avec de la musique classique. C'était Non. un hommage à cet artiste Ouais. majeur, Ah merde. scénique. Vos périodes, vos morceaux préférés de Petri, ce serait quoi? Bon, bah, c'est Fairlieben, machin. Fairlieben, Fairleron, Ferguson, Fertzen. Ah là Ouais. là. Voilà. Banger. Bah d'ailleurs, c'est comme Total. Harder, Better, Faster, Oui, Harder, Better, Faster, ta sœur. C'est ça, c'est Stronger, machin, voilà. tu sais jamais Bah, dans quel bah, ordre. c'est exactement pareil. Ouais. C'est exactement pareil. Si tu regardes bien, le projet marketing est exactement le même. C'est Non, ouf. et moi, je l'ai déjà dit, mais Freud, qui est donc sur l'album éponyme, Freud en 98, oui. Ouais. track de ouf, Ouais. track de ouf, solo, gamme pentatonique, le mec, là, je sais plus comment s'appelle le guitariste d'ailleurs. Mais hyper sous-estimé, hein. Par contre, Hyper c'est bon. sous-estimé. L'album est ultra Ouais. sous-estimé. Oui. Bah ouais. Après, c'est un mec aujourd'hui, voilà, 73 piges. Je pense qu'on peut tout. Il a 73 ans, si je dis pas de conneries. Ça doit être ça à peu près. Ouais, à peu près. Il est né en 51. Les 73. C'est ça, 73. Bien joué. Bien vu. À Cologne, Ouais, c'est ça. d'ailleurs. Pour ceux qui savent Exactement. Cologne. pas. Cologne. Cool. Tu te souviens d'ailleurs une tournée à Cologne? Oui. On fait une anecdote. On part à Cologne, Ah jouer là avec là. notre groupe à ce moment-là. Et moi, j'ai peur de l'avion. Et je pars pour Cologne. Il y a donc 1h30 de vol. 1h32. Sauf que on moi, on je- était au je- Das Poker Show. D'ac- On faisait un on- live on sur le fait en une télé direct. allemande. Je pars là-bas et j'ai peur de l'avion. Donc je prends du Temesta et je prends de l'alcool. Parce qu'on me dit que c'est quand même un format magique. Sauf qu'une heure et demie, c'est un vol Sauf court. qu'une heure et demie, c'était un vol court. On arrive sur le plateau. Comme Mais Barracuda. heureusement qu'on était avec eux. C'était Barracuda, il me portait sur le plateau. Le mec me parlait déjà en anglais, je comprenais rien. Et il me dit, vous allez nous faire une démo? Non. J'arrivais même pas à bouger. J'étais là, Barracuda. mais dans les oreilles, dans le casque, dans Wolfgang. l'avion, Wolfgang. Exactement. Eh ouais. Exactement. Putain. Et alors, comment est-ce que vous expliqueriez le fait, parce que moi j'ai quand même discuté avec quelques personnes, ça fait 10 ans maintenant que je suis donc, dans le milieu, on va dire YouTube, mais que Ouais. je côtoie aussi des gens de la musique, tout ça. Comment est-ce que vous expliquez le fait que dans le monde de la musique, on connaît Wolfgang Petri, mais le grand public en France En France. ne connaît pas. Est-ce que c'est quoi? C'est parce que comme c'est de l'allemand, il y a une espèce de préjugé ou c'est Bah quoi oui. Non, alors non, c'est. Bah, si, forcément, déjà, Je pas suis beaucoup pas de d'accord. Français écoutent de l'allemand. Oui, alors. Bah ouais. oui. Alors, moi, avec Cyril, on avait avec Wester, qui s'appelle aussi Cyril pour la police, on avait un groupe de métal qui s'appelait Kyria, avec lequel on a fait 2 albums et beaucoup de tournées. On a été influencé par la scène métal, énormément. Gojira, Korn, Limp Bizkit, et après il y a eu Rammstein. Quand Rammstein est arrivé, ça a fait un coup de tonnerre sur la scène métal. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Petri a majoritairement influencé Rammstein. Ah ben, Rammstein alors, je te le dis. n'est qu'une adaptation métal de Petri. Alors- sans Petri, il n'y a pas Rammstein. Alors, c'est sûr. moi j'ai Oui. entendu, alors, j'ai pas de source, donc je ne sais pas, c'est peut-être qu'une légende urbaine, mais de ce que j'ai entendu, Wolfgang a participé au mixage de leur premier album. C'est pas vrai. Mais pire que ça, Mais- de la composition. En fait, c'est un des gosses. Non, mais qu'il est composé, d'accord, mais quand tu parles de mix, c'est-à-dire il est C'est-à-dire- intervenu ça veut dire physiquement ça veut dire sur- que le son Rammstein serait Le son, potentiellement en partie. Ouais. Ça, c'est- Alors, ceci dit, Ça j'ai m'étonne, hein, entendu mais ce truc-là. je l'ai Ouais. entendu de plusieurs Ouais, non, endroits non. différents, mais j'ai jamais trouvé de truc officiel, il n'est pas crédité. Non, mais ouais, bah écoute, je sais pas. Mais effectivement, c'est vrai que le Ça gars en faux. France. Oui, pardon, pour revenir à la question. Oui, bah après, moi, franchement, j'ai quand même tous mes potes un peu zikos, etc. Tout le monde est fan absolu. Mais d'ailleurs, il y a encore, je sais plus qui c'était, c'est Breaky, je crois, Breakbot, là, qui me disait qu'il allait au concert encore. Oui, mais donc connu des musiciens, mais pas oui, connu il est du pas grand connu public. du grand D'ailleurs, public. C'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai qu'il est pas connu D'ailleurs, du on, grand c'est on vrai. se- d'ailleurs, on se l'est toujours dit, les potos. Mais Breakbot, si tu regardes bien sa coupe de cheveux. Il y a quand même. Non, mais. Si tu regardes la coupe de cheveux. Il ressemble à Wolfgang. Bah, de ouf. Mais bien sûr. C'est vrai. Bien Moi, sûr. je connais pas la gueule Mais de bien sûr. Breakbot. Mais est-ce qu'on peut faire un zoom sur son t-shirt? Mais alors, en Parce que plus, ce qui est très drôle, c'est que quand tu te c'est plies. Breakbot. C'est vrai, c'est incroyable. C'est vrai. C'est incroyable. Breakbot. C'est Bah, Breakbot. mec, il lui ressemble quand même. Incroyable. Et si tu regardes bien, pour te prouver à quel point on est fan, c'est que mon premier tatouage que j'ai fait en tournée des Hernadette, là, si tu regardes bien, Wolfgang. C'est Wolfgang. c'est Wolfgang. Oh putain. Eh ouais. Ah, Eh mais ouais. c'est-à-dire que t'es allé Regarde. plus loin que moi, toi. Mais oui, Regarde. la moustache. Regarde bien la moustache. Regarde. C'est Wolfgang, ouais. Tu l'as en zoom là Ouais. Zoom sur le t-shirt. Vas-y, monte ton t-shirt. Non, mais c'est bon, ça, on le voit, le t-shirt. Voilà.
Et c'est pareil, ça je sais pas, je sais que tu l'as jamais dit en interview, tu l'as jamais dit en interview Goon, mais Gunther. Je suis homosexuel? Non. Ah oui. Ça a rien à voir. Ça, tout le monde le sait. Enfin, sauf toi, mais. Ah non, mais ouais, le pseudo Gunther. Ton Blas Gunther, le fils de Wolfgang. C'est Gunther. Il s'appelle Gunther. Et c'est Gunther avec bien sûr le tréma sur le U. Ouais. Gunther. Est-ce que vous pourriez considérer que Wolfgang Petry, c'est un peu... Alors, je vais peut-être exagérer le trait, mais bon, on est là aussi pour ça. Est-ce que c'est pas un peu un des secrets les mieux gardés de la musique en France? Oui. De la musique, typiquement, la Bretagne est un secret gardé. C'est-à-dire qu'il fait pas beau et tout, c'est faux. Et c'est un peu ça. Je pense que tout artiste underground tel que nous, on estime l'être, c'est-à-dire que tu vends pas d'album, mais donc tu te revendiques comme underground à partir du moment où tu vends pas d'album. Voilà. Mais on est influencé par ce gars-là. Littéralement. Et tu peux en parler avec tout le monde, avec Yuxek, avec Étienne de Crécy, avec Breakbot Irfan, avec tous ces gars-là de la scène électro avec lesquels on bosse, les Brax et Falcon, on a tous, à chaque fois, à 3h du matin, dans une cuisine, cette discussion autour de Petry. Alors peut-être que vous, parce que je sais que vous allez bientôt jouer, vous allez faire un concert avec notamment Monsieur Oiseau, tout ça. Oui. Peut-être que vous allez pouvoir me renseigner là-dessus. Si vous n'avez pas l'info, vous n'avez pas l'info. Hein. Ok. J'ai entendu dire que dans les années, au début des années 2000, Monsieur Oiseau avait réalisé un clip pour Petry. Ah, mais non, ça fait partie des cold cases. Hein. Tu sais, je crois que Gondry aussi aurait fait un truc pour lui. Mais bon. Ça fait partie de ces secrets gardés où, finalement, un peu comme dans l'électro, David Guetta a 60 side projects avec des noms différents et que si le jour, quelqu'un connaissait vraiment les différents noms, on arrêterait de le cataloguer dans un artiste populaire. Ouais, un mec ultra pointu. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que il a ce truc un peu de... évidemment, on n'ose pas forcément dire qu'on est des enfants de Wolfgang, si tu veux. Parce que... Wolle, c'est son petit... C'est Wolle. Et on dit surtout... Ça traverse, même quand tu parles pas allemand, quoi. Ça te touche, quoi. Mais parce que c'est la musique. Ouais. Ça passe par la musique. Non, puis effectivement, on a déjà parlé de Kraftwerk, mais bon, c'est pareil. Je veux dire, c'est la scène allemande, et Rammstein. C'est très martial en fait. Et voilà. Mais lui, il a amené de la pop là-dedans. Ça marche. Et donc, ouais, en tant qu'artiste, c'est vrai qu'on bossait pour lui, c'est évidemment une fierté totale, tu vois. Et en même temps, c'est vrai qu'on aime bien aussi, t'es d'ailleurs un peu le premier à faire émerger ce truc-là, parce que moi je suis pas sûr que j'ai envie que ça devienne non plus, en tout cas en France, parce que à l'international, ça devienne mainstream, tu vois. C'est un peu mon truc... Ça risque de devenir chanson de mariage après le bonhomme en mousse, quoi. Un peu. Il y a de la marche quand même. Oui. Je me souhaite le même compte en banque que le mec qui a sorti Petit Bonhomme en mousse. Hein. Patrick Sébastien, tu veux dire? Ah voilà, c'est un peu l'ersatz. Tu sais, en Mais France... d'ailleurs, Sébastien, son look, il l'a calqué sur... typiquement, l'analyse qu'on fait à chaque fois du truc. Eddie Mitchell, c'est un peu notre sous-Elvis, même respect gardé. Et Patrick Sébastien, c'est sous Petry, quoi. C'est tout. C'est comme ça. Voilà, cette vidéo est maintenant presque terminée. J'espère que vous aurez trouvé tous les indices nécessaires pour trouver la vidéo cachée. Sinon, pas d'inquiétude, je me suis tellement arraché sur cette vidéo qu'elle sortira dans une semaine, le 8 avril. Voilà. Elle compte pas dans les vidéos de la campagne, hein, c'est une vidéo bonus. Voilà, parce que j'ai pris tellement de plaisir à la faire qu'il faut absolument que les gens la voient. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. Si elle vous a déplu, vous mettez un pouce en bas, mais ne le faites pas, c'est pas très utile, ça sert à rien, franchement, on s'en fout. Mettez que juste le pouce en haut, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top 3 des artistes musicaux qui vous ont le plus influencé. Alors, pas nécessairement des artistes solos, peut-être des groupes aussi, hein, n'hésitez pas. Puis si vous en avez 4 ou 5, c'est pas très grave. Pensez bien à vous abonner à la chaîne, à vérifier que vous n'avez pas été désabonné, hein. Je vous rappelle que c'est un truc qui existe. Et pensez aussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que pour la première fois, vous allez voir le nouveau générique de fin, celui dans lequel j'affiche le nom de tous les tipeurs qui ont participé à la campagne de crowdfunding. Voilà. Un générique dont je suis un peu fier, avec plein de noms de gens bien dedans, sauf un, mais je ne vais pas l'afficher, je vais en dire oui, c'est lui, tout ça. Voilà. Plein de gens bien. On se retrouve sinon dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Il y aura dans une semaine donc la vidéo bonus, mais dans 15 jours, puisqu'à partir de maintenant, les vidéos, c'est un lundi sur 2 à 18h, donc on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, bien sûr, restez curieux. Et prenez le temps d'y penser.